Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je ne m'attendais pas. C'était pas prévu en fait que je fasse un enregistrement, mais finalement ça va se faire. Tout simplement parce que je suis en train de regarder la rediffusion du live débat entre le parti libertarien représenté par Vadim et le parti libéral français représenté par je ne sais plus qui, je n'ai pas retenu son nom, un mec de Twitter quoi. Donc je le regardais et au bout de quelques minutes, j'étais là, oula, oula, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant enregistrer une petite vidéo, critique analyse de ce débat. Ça me semble quand même important de revenir sur certains points, et sûrement qu'il y en aura d'autres parce que bah, ça sera du réac en même temps, puisque je n'ai pas vu l'entièreté de la vidéo. Voilà. Donc bah, on va commencer tout de suite. Alors on va pas revenir en arrière, je ne vais pas revenir en arrière sur la présentation d'un tel, machin et tout ça. Enfin, ça vous irez voir si ça vous intéresse. Non, non. Je me suis arrêté au moment où ça parle d'un sujet un peu important. Et j'ai l'impression que... première impression, attention, je signale, hein, mon avis peut changer au fur et à mesure de la vidéo, mais première impression, j'ai l'impression que euh, les, euh, les définitions, je suis désolé de le ressortir, mais les définitions ne sont pas acquises pour tout le monde. Voilà. Donc, bah, allons-y. Allons-y, allons-y. Tac. On va revenir un petit peu en arrière, donc j'en suis à 30 minutes. Et en fait, ça parle de régalien. Donc vous avez à gauche Vadim, et donc à droite le président du Parti libéral français. Terme assez bateau dans lequel voilà, on peut débattre ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'on appelle le régalien. C'est le domaine de l'État, ce sur quoi l'État doit avoir un monopole. Et là déjà on peut discuter, en fait on se rend compte en fait en discutant entre nous dans le Parti libéral que les débats sont plutôt sur qu'est-ce qui est régalien. Donc le régalien déjà, il y a la défense, je vous le dis c'est évident, la sécurité pour nous, la justice évidemment. Et Alors moi j'aime beaucoup parce que ça dit tout de suite, c'est évident, évidemment. Bah non, c'est pas évident. Sinon il n'y aurait pas les libertariens. Donc précise, pourquoi c'est évident? Pourquoi il est évident d'avoir un monopole de l'État sur le régalien, donc qu'apparemment vous définissez comme étant ceci, ceci, cela. Voilà. Pourquoi? Pourquoi ce serait évident? Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. D'où un appel à définition. Je vais remettre un peu comme ça, paf, voilà, ça sera très bien. Je vous mettrai le lien de la vidéo, lien aussi des intervenants, etc. Comme ça, vous pourrez aller checker. Donc non, ce n'est pas évident. Bien au contraire. Ça n'a rien d'évident. bon ça du coup c'est les piliers, les affaires étrangères aussi évidemment. Ensuite Les affaires étrangères, évidemment. Bah non, pas évidemment. ça c'est vraiment la base. Et après pour nous, dans le domaine de l'État, mais ça sort un petit peu du régalien, on a tendance à mettre l'éducation, pas en grande partie, mais s'assurer que tout le monde ait une éducation. L'éducation Par exemple, Milton Friedman. Alors, Vraiment, l'éducation. pas en monopole de l'État. Ouais, pas Oui, d'enseignement. ça, c'est vrai. Quoi Pas d'enseignement, l'éducation vraiment. L'enseignement, c'est disons que s'assurer que c'est pas du domaine de l'État. C'est effectivement disons que le régalien, c'est ce sur quoi l'État a un monopole. Il y a quelques points pour nous. Donc là, en fait, je vous le dis tout de suite, je vais me remettre en facecam. Je vais reprendre le nom de l'invité, donc Saya. Elle, Alri, Adji, je sais pas, je parle pas la langue, donc j'en sais rien. Désolé si j'écorche ton nom. Votre nom, ton nom, peu importe. Là, le truc, c'est que si t'arrives en débat, débat télévisé ou autre, avec des gens qui ont l'expérience du débat, tu te fais éclater, mec. Tu te fais éclater tout de suite. Parce qu'on te demande précisément, bien l'éducation, pas l'enseignement. Et toi, tu nous parles de, oui, mais c'est pas vraiment un monopole, comme Milton Friedman, le chèque éducation. Oui, mais c'est bien la question. L'éducation ou l'enseignement? L'éducation ou l'instruction? On a plusieurs mots, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des définitions. L'éducation n'est pas l'instruction.
Ce n'est pas l'instruction, l'éducation. Donc c'est quoi que tu veux? Tu veux l'instruction, que tout le monde puisse s'instruire, ou est-ce que tu veux l'éducation? Et manque de bol, en fait, si tu veux vraiment que tout le monde puisse s'instruire au meilleur prix, et dans ce qu'il souhaite, dans ce qui correspondent à ses objectifs de vie, ou les objectifs de vie des parents, eh bien il faut un marché libre. Parce que l'État ne peut pas allouer correctement les ressources. Encore une fois, loi économique. Tu vas te faire, Saya, tu vas te faire éclater. Éclater. J'annonce. Allez, on y retourne. Effectivement, c'est la différence du parti libertarien, où sans avoir un monopole et même en faisant le moins possible, l'État doit s'assurer que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est ce qui est revenu pas mal de libéraux. Par exemple, Milton Friedman était un grand, enfin, il a même créé une fondation pour l'échec éducation. Pour lui, l'État de faire en sorte que chacun puisse éduquer ses enfants. Voilà, il peut y avoir différents systèmes, mais l'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de... Mais tout le monde éduque ses enfants. C'est bien ça le truc. Tout le monde éduque ses enfants. Est-ce que tout le monde instruit ses enfants? Ça, c'est encore autre chose. Mais tout le monde éduque ses enfants. Hein. Personne qui n'est pas éduquée. Enfin non, pas tout le monde. Il y a des gens qui larguent leurs gosses comme de vieilles chaussettes, ils en ont rien à foutre. Effectivement. Mais attention, éducation n'est pas instruction. Par manque de moyens, ou de choix, voilà. C'est une mission de l'État. Ensuite, après, idéalement, dans un monde idéal, il n'y aurait pas une seule école publique, il n'y aurait que des écoles privées. Mais si jamais il s'avère qu'il y a un enfant qui n'est pas dans ces écoles privées, pour différentes raisons, eh bien, l'État n'a pas laissé sur le terreau. On considère que pour être libre, il faut avoir le droit à une éducation. Pour être libre, il faut avoir le droit à une éducation. Donc ça ne sait pas ce que c'est la liberté. Ça ne sait pas ce que c'est la liberté. En tout cas, moi, je vois où est-ce qu'il veut en venir. Comme tous les autres Gugus tweetos à la con. Désolé, Saya, je te connais pas. Je ne qualifie pas ta personne. Encore une fois, je sais que ça heurte certaines personnes qui sont un peu sensibles, un peu molles du gland, que l'on puisse comme ça envoyer des crottes de nez. Et j'ai mon drapeau qui se viande. C'est pas grave. Sauf que, en fait, c'est pour faire réagir aussi. Hein. C'est pour faire réagir, faire marrer, et surtout, au moins, c'est franc. Voilà, je suis quelqu'un de franc, donc je dis les choses. C'est mal barré, là. C'est très, très mal barré. Parce que, là, en fait, il est en train de nous parler de la capacité d'être libre, et non pas de la liberté. De la capacité à être libre. Et donc, il faut que les gens soient capables d'être libres. Et au tout début, Saya, tu, je vais dire tu, parce que je suis gascon, on s'en fout. Saya, tu critiquais par exemple le fait que le parti Génération Libre, au final, n'était pas vraiment libéral. Oui, mais en fait, ils partent du même prémisse, du fait qu'il faut avoir la capacité d'être libre. Et donc, par cela, donner un rôle à l'État, puisqu'il faut s'assurer que les gens soient capables d'être libres. Et donc, à l'intérieur, tu mets tout et n'importe quoi. Et par exemple, tu mets l'éducation. Voilà. Tout simplement parce que vous partez de prémices qui sont faux. La liberté, c'est pas la capacité à être libre. Ce n'est pas ça. Pouvoir refuser l'éducation, c'est aussi être libre. Et là, du coup, excellente question. Après, alors voilà, refuser une éducation. Qui refuse une éducation? Ce seraient les parents. Pas forcément. Alors moi, j'étais dans un collège qui était pas forcément très bien coté. Et j'étais dans le 4e, je venais d'arriver en France, je suis pas d'origine française, hein, vous pouvez l'entendre. Je venais d'arriver en France, je parlais à peine français et j'avais 11 de moyenne. J'étais le meilleur de ma classe. Et tous les gens de ma classe, donc il y avait quasiment 30 personnes, eux, ils rêvaient d'une seule chose, c'est de partir au plus vite du collège pour aller pouvoir travailler. Donc oui. C'était le 4e. Ouais. Pour vous dire comme quoi ils avaient tous 14-15 ans, ils n'avaient rien à faire, ils voulaient arrêter maintenant. Et franchement, eux ils venaient, oui. Ça servait strictement à rien. Est-ce que... Et en vrai, alors, moi je suis d'accord avec eux. S'ils ont envie d'arrêter, ils arrêtent. Oui. Alors effectivement, 14-15 ans, déjà, on est quand même sur un cas assez limite. Voilà, c'est à partir de 16 ans qu'on peut travailler en France. À partir de l'année d'après, du coup, ils peuvent aller dans des trucs très professionnalisants. Disons que c'est pas, voilà, entre 5 ans et 14 ans,
il y a quand même une grande marge. C'est des choses qui... Ah, mais c'est tout le problème de l'État et de l'arbitraire de l'État. C'est qu'il y a des marges. Et tu les définis comment, ces marges? Comment tu définis ces marges? Comment tu définis ces degrés? Parce qu'encore une fois, le problème de l'État, ce n'est pas un problème de degré, c'est un problème de nature. Déjà, ce qui est sûr, c'est que même en disant que l'État doit faire en sorte que tout le monde ait une éducation, après, il y a une approche plus libérale, tout de même, d'autoriser des différents types d'écoles privées, de permettre l'enseignement à la maison. Éventuellement, par exemple, on pourrait réfléchir à comment on a un problème actuellement du collège unique, c'est-à-dire que même si après, à 16 ans, les gens peuvent aller travailler jusqu'au collège, jusqu'à 15 ans, voire plus, hein, c'est un peu le problème en plus, c'est que si les gens redoublent, ils sont dedans en plus longtemps, il y a une obligation, donc par exemple, ça pourrait être adapté. C'est vraiment le principe. Après, sur le détail, du coup, parce que vraiment 14-15 ans, on n'est pas loin du moment où l'éducation n'est plus obligatoire. Mais voilà, il y a un principe comme quoi tout le monde doit avoir une éducation de base. Par exemple, dans beaucoup de pays, on considère encore que c'est jusqu'au certificat primaire. Voilà, il y a un principe. Après, sur la déclinaison, effectivement, on pourrait dire que le problème, par exemple, on a fait du collège unique, mais là-dessus, j'ai pas le détail, ce serait vraiment des éléments programmatiques, pour le coup. Mais il y a cette idée que tout le monde doit avoir une certaine éducation. Enfin, pour la refuser, même ça, à la rigueur, ça pourrait se discuter. On n'a pas de... Je pense pas honnêtement, je pense pas qu'on va remettre en cause l'instruction obligatoire en France. Mais en tout cas, le principe, déjà, c'est le droit à l'éducation. Voilà. Après, c'est plus... je vois... Donc là, on revient à un problème majeur que nous critiquons, nous libertariens. Ce sont les faux droits. Les droits A. Un droit A est un droit créance. Donc il faut que vous chopiez de l'argent chez des gens qui n'ont pas donné leur accord pour s'assurer que tout le monde ait le droit A. Et donc, en faisant cela, vous contrevenez au principe de non-agression, au droit naturel. Donc moi, je demande à ces gens-là, et bon, il veut pas tenir à mon drapeau, tant pis, ça sera très blanc. Je demande à ces gens-là de me dire où est-ce que vous mettez la limite à l'agression. Où est-ce que vous placez la limite à l'agression? Et dans ce cas-là, on peut discuter pendant des siècles sur quel sujet, qu'il soit sujet individu ou sujet bien, sur quel sujet ou sujet idée, sur quel sujet on doit se permettre, on peut se permettre d'agresser. On peut se permettre de contrevenir au droit naturel. Toujours le même problème, souci de définition, souci de clarté philosophique. Voilà. Certains ont posé la question pour la santé. Alors oui, effectivement, donc pareil, comme l'éducation, la santé, c'est un domaine où c'est pas du régalien. Voilà, il y a tout un apport qui peut être du secteur privé qu'on ne compte pas du tout décourager. Au contraire, par exemple, dans nos mesures importantes, il y a le programme santé pour l'élaboration, il y a le fait de permettre aux cliniques privées de mieux participer globalement au système de santé, notamment en permettant de former les internes. Parce que pour l'instant, c'est vraiment, l'hôpital public fonctionne avec les internes, les cliniques privées n'ont pas d'internes. Il y a quelque chose quand même de très différent. Alors justement, évidemment, en parlant des internes, c'est un de nos premiers points de consensus. On s'est rendu compte que tout le monde dans le parti, parmi les gens qui discutaient à ce moment-là sur l'aspect santé, étaient d'accord sur le fait qu'il y avait un problème avec les internes. Voilà, ces gens font des gardes de 24 heures. On a un code du travail, il n'est pas pour eux. Donc il y a un problème. Et c'est assez marrant de se dire, d'ailleurs, personne sur la scène politique actuelle ne le remet en question. Mais pour nous, c'est pas possible. Voilà, alors on va nous dire, bah oui, mais le système de santé fonctionne avec eux. Il y a un système de santé qui fonctionne grâce à l'esclavage, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc dans tous les cas, il va falloir revenir là-dessus. Du coup, la question, c'est que quand tu disais comme quoi l'État doit avoir un monopole sur des choses essentielles qu'il fait bien et qu'il sait pouvoir le faire, mais là, je vois l'éducation, je pense que tu as plutôt dit comme quoi l'État n'a pas besoin forcément d'y être, mais la santé, il le fait très mal. L'éducation, il le fait très mal. La santé, pourquoi garder comme effectivement, alors comme régalien, l'éducation et la santé? Bien sûr, mais du coup, donc là, c'est pas régalien du coup, parce que c'est des domaines, on considère que l'État doit avoir une action, mais c'est pas
les domaines régaliens, il y a un flou sur la définition, mais je trouve dire que l'éducation est régalien est quand même un peu corrompre la définition. C'est vraiment les domaines où l'État a le monopole. Là, pour nous, c'est les domaines où l'État doit avoir un rôle. Et effectivement, il le fait très mal. Alors déjà, un point de vue... Comme d'habitude, à chaque fois, on nous dit « doit avoir un rôle ». Pourquoi il doit avoir un rôle? Pourquoi? Démontre-le. Et pas juste montre-le avec des tableurs Excel pour montrer « oui, là, si on fait ça, ça serait plus performant, etc. » On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Relisez Bastia. Relisez Bastia, ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas. C'est affolant. Hein. Doit avoir un rôle. Mais pourquoi il devrait avoir un rôle? Pourquoi? L'effet de la concurrence s'en chargerait très bien. Le jeu de la concurrence, pardon. Et ses effets. Je comprends pas. Enfin, une idée importante des libéraux, je pense pas seulement de nous, mais en tout cas pour nous, qu'on fait dans le manifeste, c'est que en réduisant les domaines de l'action de l'État, on augmente son efficacité. Parce que, voilà, tu as cité l'éducation et la santé, mais en fait, il n'y a rien qui marche. Donc, la sécurité ne marche pas non plus, la justice ne marche encore moins, la défense marche tant qu'il n'y a pas de guerre. Donc, là déjà, en recentrant l'État sur ses fonctions, le but est que tout marche mieux. Ensuite, sur des domaines comme l'éducation et la santé, on pense sincèrement vraiment que l'approche libérale déjà pourra aider à que ça fonctionne mieux, notamment sinon pour les internes. Voilà, en empêchant l'esclavage, on permettra entre autres une meilleure santé mentale et peut-être de préserver les personnels pour plus tard. Donc voilà, là-dessus, même en gardant l'État dedans, avec un fonctionnement qui est très simplement raisonnable, des idées libérales, pas exploiter les gens par exemple, parce que je rappelle qu'un des principaux problèmes de l'hôpital, c'est le turnover. Voilà. Donc pareil, ils vont finir par mettre une obligation d'exercer, parce que plus ils sont mauvais avec les gens, plus les gens s'en vont. Voilà. Non mais voilà. Puisqu'il faut quand même garder quelque chose qui soit performant, alors on va mettre des obligations. L'État va se charger de sanctionner, de mettre des obligations, etc., etc. Non, laisse faire le marché libre, putain de merde. La santé est un besoin, ça fait partie des besoins presque vitaux, et voire quelquefois vraiment vitaux. Laisse faire le marché de l'offre et la demande. S'il y a une forte demande de soins d'urgence, eh bien il y aura des gens pour fournir ce service parce qu'il y a du blé à se faire. Et étant donné qu'il y a du blé à se faire là-dedans, il y aura encore plus de gens pour ouvrir des cliniques privées, etc. et pour soigner en urgence les patients. Et donc les prix baisseront. Et tout le monde sera contenté. C'est l'effet du marché. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là-dedans, bordel? Donc si on traite bien les gens, on pense à l'autre côté, mais ça dépasse le logiciel de certaines personnes. Voilà, mais je comprends ta question. En même temps, l'État actuellement fait tout mal. Alors je comprends effectivement pour le parti libertarien, du coup ça doit être effectivement du pain béni, du coup un État qui fait tout mal. Nous, libéraux, on pense que en le recentrant sur ces domaines, sur quelques domaines, et en appliquant des principes libéraux, mais en général, tout simplement, envie de dire bon sens. C'est assez connoté négativement, bon sens, en France, mais c'est un peu malheureux que certains partis l'invoquent pour dire des choses absurdes. Mais voilà, on pense que on peut rendre l'État efficace sur des points de vue, donc c'est le but de notre programme, je ne vais pas détailler surtout, de faire un programme. Tu fais pareil, quoi, enfin. Tu appelles au bon sens, mais pour dire des trucs absurdes. Tu fais exactement pareil, hein. Après, c'est le jeu politique. Le jeu politique, c'est justement de faire des promesses et dire des choses absurdes sur le ton du bon sens. Hein. C'est le jeu. Du bon sens et du compromis. As always, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, là-dessus, c'est la grosse différence, c'est que pour moi, en tout cas, parce que, bon, parti libertarien, quand on dit ça, derrière, il y a des gens. On est tous différents et on a à peu près toutes les tendances politiques, des libéraux classiques jusqu'à libertariens anarchistes. Donc on a à peu près tout et on n'est pas toujours d'accord sur tout. Ça c'est important. Et je pense que chez vous c'est pareil, quand en fait on prend n'importe quel parti, si on regarde sous le capot, les gens ne sont jamais d'accord entre eux à 100%. C'est normal et tant mieux. J'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est partie des choses sur lesquelles il faut travailler, il faut se mettre d'accord.
trouver un moyen de se mettre d'accord, Ah. etc., etc. Mais nous, en interne, on n'est pas tous d'accord. Moi, je considère que la différence entre les libéraux et les libertariens, essentiellement, est que les libéraux considèrent comme quoi l'État doit être réduit à son strict minimum. Après, qu'est-ce qui est strict minimum? Voilà. Est-ce que c'est justice, santé, éducation? Voilà, ça c'est des sujets, je pense, qui sont chez vous, qui peuvent être débattus. Quant aux libertariens, nous on dit comme quoi les libertariens disent, de manière générale, comme quoi l'État est mal, quoi qu'il arrive. Il fait des choses mal, il ne peut pas faire autrement. En fait, l'État est considéré comme un bandit, comme une force coercitive, qui n'est pas pour intérêt de faire bien des choses, qui n'est pas pour l'intérêt de bien de la population, il est plutôt en train de défendre son propre intérêt. Donc en fait, on a un système, et ça c'est encore une des questions qui arrive plus tard, mais à partir du moment qu'on a l'État qui a le pouvoir, il va chercher à l'étendre. Si on écoute tous les politiciens actuels et toutes les personnes concernées, ils vont dire, mais nous, on manque de moyens. Quand on regarde la part du PIB qui part en France vers l'État, on se dit, c'est quand même bizarre. À chaque fois, ils se plaignent comme quoi il n'y a pas assez, il y en a pas assez. Oui. Mais les libertariens, justement, ils considèrent comme quoi l'objectif, c'est que l'État, il y en a zéro. Après, il y en a en internat, il y a des débats. Mais moi, je considère qu'on ne peut pas passer des zéros, enfin, de l'État actuel à zéro absolu maintenant. Ça doit être quelque chose qui est progressif et aller doucement. L'État doit être vu comme un problème. Parfois, on n'a pas de solution autre que l'État. Sur certains sujets, je suis d'accord. Sur la bombe nucléaire, par exemple, je suis d'accord à 100%. Pour l'instant, c'est mieux que l'État qui garde le monopole. Après, ça ne veut pas dire comme quoi forcément c'est bien et c'est optimal. C'est-à-dire qu'on doit aller progressivement vers une étape où on pourrait s'en passer de l'État. C'est pour ça qu'aussi on a beaucoup de libéraux classiques qui sont chez nous, parce qu'en fait on a un gros bout de chemin à faire ensemble, jusque eux, quand ils vont arriver à la destination finale, ils vont descendre et nous on va continuer. Oui, franchement, franchement, en France, on a tellement de choses à faire. Évidemment, oui. Donc voilà, le cher collègue, voilà, parce qu'on s'apprécie avec Vadim, hein, je te fais coucou Vadim d'ailleurs. Le cher collègue là, il se range un peu du côté Milei, c'est-à-dire que anarcap, mais minarchiste par stratégie. Et non minarchiste convaincu et déontologique. C'est toute la différence, et merci Vadim de faire, comment dire, de bien scinder les choses. Un minarchiste, même un minarchiste, donc considéré comme libertarien médiatiquement, etc., même si moi je considère que sur le plan des idées pures, et non pas de la réputation médiatique, etc., et du glissement sémantique, un libertarien ne peut que être anarcap. Point barre, c'est tout. C'est anarcap pour rien. Parce que tu vas jusqu'au bout des définitions, jusqu'au bout des idées, jusqu'au bout de la logique. Et si tu vas jusqu'au bout de la logique et que tu es cohérent, tu es anarcap. Si tu es pas cohérent, si tu fais des compromis sur les idées, alors tu es minarchiste, mais tu n'es pas pleinement libertarien. Bref. Mais là, c'est bien parce qu'ils savent bien la chose. Les libertariens pensent que l'État est à mal. Point. L'État est à mal. Pour certains, nécessaire à une transition. Donc c'est le minarchiste stratégique. Mais anarcap. Et d'autres, on n'a même pas besoin de cette transition-là, parce que de toute façon, même en pratiquant cette transition, si tant est qu'on y arrive, l'État regrossira derrière. Donc en fait, c'est un combat permanent pour mener à l'anarcapie. Et donc, moi, personnellement, et d'autres amis ANCAP, nous considérons qu'il faut directement être le plus radical possible et trouver d'autres voies de libération, hein, clairement, c'est ça, d'autres voies de libération que par le politique. Et ça, après, c'est mon avis, on peut en discuter, etc. Il n'y a aucun problème, on peut en discuter. Mais par exemple, je soutiendrai Vadim dans ses démarches parce que il est cohérent, il pense que c'est une voie qui est valable, le politique et la stratégie un peu à la Milei en France. Je considère qu'en France, c'est pas, pour moi, ce n'est pas valable. Justement parce que on n'a pas cette culture-là, on n'a pas la même culture que les Argentins, on n'a pas la même culture que les Américains. Nous sommes profondément socialistes. La France est profondément socialiste, profondément étatiste. Et donc, pour moi, ce n'est pas par la voie politique que les choses changeront, mais par la voie culturelle, par la guérilla culturelle,
Après, effectivement, s'ils arrivent à faire des fédérations locales, etc., à regrouper les gens, ce dont on avait parlé quand je faisais partie de la... Je sais plus comment ça s'appelait, la commission, hein, tu me corrigeras, Vadim, la commission du Parti libertarien pendant 3-4 mois, là, mais au bout d'un moment, ça me cassait les burnes. Justement, hein, j'ai participé à ce changement de nom de Parti libéral à Parti libertarien pour radicaliser le parti et le mouvement. Mais voilà, s'il arrive à faire ces fédérations-là, qu'il arrive à faire tous les projets qu'il y a pour dynamiser le parti, ça peut contribuer à la guérilla culturelle, effectivement. Mais il faut y arriver. Voilà. Et je te souhaite d'y arriver, Vadiba, bien entendu. Je te souhaite grandement d'y arriver, à dynamiser la chose et à radicaliser les gens au sein du Parti libertarien, et que l'on s'exprime clairement pour l'anarchapie, mais avec une stratégie de minarchisme, avec une stratégie réductionniste. C'est pas ce que je prône moi, mais c'est toujours mieux que ce que peut raconter Saya. Je suis désolé, mais pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens ce que tu racontes pour l'instant. Voilà. Mais en tout cas, là, la scission est bien claire. Libertarien, libéral. Puisqu'il y a eu ce glissement sémantique et puisque les libéraux se sont arrêtés de penser il y a un siècle, contrairement aux libertariens, eh bien, il y a une scission de fait dans les termes entre libertariens et libéraux. Et il faut garder cette scission-là. Il ne faut pas, pour moi, il ne faut pas, en fait, continuer le glissement sémantique. Donc on a détruit le terme libéral, et maintenant on va détruire le terme libertarien en mettant des gens qui pensent réellement que l'État est bien, que l'État doit rester. Je suis désolé, mais ça, ce n'est pas libertarien. Voilà, c'est libéral classique. Mais ce n'est absolument pas libertarien, puisque le libertarien, je réitère, le libertarien considère que l'État est un mal en soi. Bref, continuons, parce que la vidéo est très très longue. Je ferai des coupures pendant le montage. Arriver à votre état idéal déjà, ça sera une bonne... ça, du coup, je rebondis sur ce que tu disais. En fait, ça répond un petit peu, c'est un autre élément de réponse à la question pourquoi on a créé un nouveau parti. Parce qu'effectivement, vous avez des libéraux, nous on a aussi des libertariens. Mais voilà, on a quand même du mal déjà à réussir à avoir un parti, contrairement à un think tank, voilà, faut qu'il y ait une ligne. Et du coup, c'est là que c'est bien, même si on a plein de choses à faire, on aura plein de points d'entente, on aura plein de choses à faire en commun, d'avoir un parti libéral et un parti libertarien, parce que avec une trop d'idées différentes, même si on peut toujours avoir des libéraux dans un parti libertarien, il faut qu'il y ait une ligne. Et donc, je pense que c'est bien du coup d'avoir un parti libertarien et un parti libéral. Voilà, comme ça, on a des points en commun. Mais à un moment donné, il faut délimiter. En fait. Voilà, on peut pas avoir un parti de toutes les forces libres. Les assemblées générales durent 45 heures et voilà, on n'arrive pas à faire un programme. Oui, ça c'est effectivement des choses qui arrivent et je confirme qu'au ça fait partie des problématiques que là. Également aussi parce qu'on n'est pas tous d'accord et évidemment 45 heures c'est un peu long. On n'a pas tous cet temps-là. Oui, moi d'ailleurs, j'ai vu pas mal de commentaires en interne chez nous qui disaient mais pourquoi ces gens créent un nouveau parti alors qu'il y a déjà parti libertarien, pourquoi ils ne s'investissent pas. Moi d'un côté j'étais plutôt content parce que je me suis dit plutôt qu'un énième parti socialiste et étatiste, oui. Au moins il y a un parti libéral et au moins on peut échanger ensemble et on verra si on peut coopérer ensemble par la suite. Tant mieux, j'ai envie de dire. On a la même destination, juste que nous on va plus loin. Et voilà, ce que je disais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a une dizaine de partis socialistes, un parti libéral de plus, clairement ça ne pourra qu'aider la France. Exactement. Donc chacun a fait sa propagande à lui. Ça ne pourra qu'aider la France. Bon, moi je suis au-delà de ça. Je sais que ça va choquer pas mal, hein, et tant pis, cassez-vous. Moi, la France, je m'en fous. Moi, ce sont les individus qui m'intéressent. Voilà, la France... La France dans son cadre, je m'en moque. Voilà. Je m'en moque totalement. Par contre, la langue française, la culture française, que l'on définit comme française arbitrairement, bien entendu, mais ça c'est subjectif, c'est moi, ma personne, qui pense que oui, la langue française, moi je la trouve belle, la culture française, j'adore, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est subjectif, tu ne peux pas l'imposer à tous. Tu ne peux pas l'imposer à tous. Mais vu que il y a cette idée de France comme une narration définie et qu'il faudrait accepter que
tout le monde devrait accepter, alors tu as besoin de l'État. Tu as besoin de l'État pour l'imposer, cette idée-là. Alors que si cette idée est bonne, juste, valable, réellement, dans le réel, que vraiment concrètement cette idée est valable, alors laisse faire les gens et ça se fera tout seul. Moi je suis super optimiste, hein. Je suis super optimiste en tant qu'anarcap. Parce que justement, nous n'aurons des gens que de bonne volonté, qui voudront réellement échanger ensemble dans la langue française, par exemple. Ou produire de la culture française, et réellement française. Pas un truc machin imposé par la République dégueulasse. C'est toute la différence. Hein. Je trouve que Effectivement. tant mieux. Ok, donc la santé également, ça fait partie du régalien. Oui. Si je Alors, du coup, ça fait partie du régalien. C'est un domaine où l'État doit intervenir. Ok. Effectivement, mais le régalien est près, en fait, il y a près que ces deux domaines-là où on considère que l'État doit avoir un rôle. Ok. Voilà. Et sur la partie environnement, parce que ça fait partie d'un gros paragraphe sur votre site. Oui, effectivement. En fait, alors c'est quand on y pense, d'une certaine manière, on pourrait quasiment se poser la question de si l'environnement rentrerait pas dans, bon là j'improvise, rentrerait pas dans le régalien d'une certaine manière, pour des raisons. En même temps, en fait, sinon je donne un exemple simple. Je donne un exemple simple de lutte pour la protection de l'environnement en Guyane, dans la forêt amazonienne, par un certain régiment de l'armée française, étant donné qu'il y a des orpailleurs clandestins qui viennent du Brésil pour saccager la forêt. Voilà. C'est-à-dire que l'environnement. Moi j'ai une solution. Tu privatises. Tu privatises et les gens qui veulent sauvegarder les petits arbres, ou les grands arbres plutôt là-bas, bah, ils les sauvegarderont et puis ils paieront des agents de sécurité privés qui seront bien plus efficaces que les forces de l'ordre public, puisqu'encore une fois, problème d'allocation des ressources de par l'État. Enfin, c'est un peu là où on est. Il y a la sécurité des personnes, la sécurité des biens, et d'une certaine manière, l'environnement, il y a un côté régalien. C'est un peu plus loin que ça. Il y a des parties qui peuvent être privées, enfin voilà, avec des choses comme le bâtiment. Si on parle de la taxe carbone, c'est pas d'avoir une gestion sans l'État, mais enfin à la base, il y a quand même une taxe. Voilà. Donc, alors oui, du coup, on a un côté pour l'environnement. On pense que c'est un domaine où l'État doit avoir un rôle minimal incitatif. Effectivement. Aussi. Peut-être aussi, ce sera peut-être aussi une différence entre nous. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Simplement, voilà, on est attaché aux faits scientifiques et il y a une vraie problématique de ce côté-là. Il faut y répondre. Il y a même des travaux d'économistes sérieux qui sont plutôt très libéraux, qui expliquent pourquoi, si sans l'État, il y a un problème. Du coup, les différents acteurs privés, en particulier entreprises, auront chacun des intérêts qui ne permettront pas une protection optimale de l'environnement. Voilà, c'est assez. Parce que l'État, c'est mieux que les gens qui vivent le réel, ce qui est bon pour eux. Parce qu'encore une fois, ça, vous pouvez le trouver. Oh, wow, je m'éblouis. Parce que ça, j'en ai parlé vite fait pendant d'autres lives. L'écologie, c'est quoi ? C'est quoi l'écologie ? L'humain en fait-il partie ? Si l'humain en fait partie, vous devez toujours revenir à l'axiome de l'action humaine. Vous devez revenir à l'action humaine, puisque nous parlons d'humain. Et donc praxéologie, et donc libertarianisme. Vous savez, c'est fatigant des fois de revenir toujours sur ces choses-là et de tout le temps essayer de recadrer tout cela. Bref, c'est comme ça. Mais l'écologie, l'humain en fait partie, et si véritablement il y a une problématique, l'humain trouvera des solutions, et les solutions sont multiples, et l'État ne peut pas savoir à l'avance ce qui est bon pour les gens. À moins que tu veuilles figer la planète en mode musée. Ok, allons-y. Figeons les gens. Mais on va voir ce que ça va donner au niveau croissance, même au niveau tout simplement qualité de vie des gens, etc. Bref, le conservatisme appliqué à l'économie, on sait ce que ça donne. Ensuite, travaux d'économistes sérieux. Moi, je peux
nous, libertariens, on peut trouver aussi des économistes très sérieux qui te montrent qu'en fait, il n'y a pas tant de problèmes que ça au niveau écologique, et que le plus gros problème qu'il y a, si tu veux pouvoir sauvegarder ton jardin, il faut que tu puisses être riche. Il faut que tu puisses avoir... il faut que tu aies assouvi d'autres besoins. Une fois que tu as le ventre plein, que tu as la sécurité, que tu as la paix, que tu peux envisager l'avenir de façon claire et précise, ou en tout cas un avenir le plus paisible possible dans lequel tu peux investir. C'est la préférence temporelle. Une fois que tu as une préférence temporelle très basse, alors tu peux envisager de sauvegarder ce qui t'entoure. Et pour sauvegarder ce qui t'entoure, quoi de mieux que la propriété privée, puisque tu vas essayer de rentabiliser au maximum l'environnement qui t'appartient. Et donc, si le détruire cet environnement, non seulement détruit la rentabilité, par exemple, si au lieu de planter des arbres qui vont te permettre de te chauffer, ou qui vont permettre d'échanger ces arbres que tu auras coupés avec le bûcheron d'à côté, etc., eh bien, t'es très con si tu fais ça. T'es très très con. Si à la place tu plantes par exemple des fruitiers en plus, etc., pour t'apporter des fruits de façon quasi gratuite à terme, eh bien tu favorises l'environnement, et en plus de ça tu favorises toi, ta qualité de vie et ta qualité de vie financière. Et surtout, si tu détruis totalement ton environnement comme un gros dégueulasse, eh bien il y a la réputation aussi. Parce que, encore une fois, les écologistes oublient une chose, c'est qu'il y a la réputation, il y a la publicité, il y a la propagande. Alors la propagande, ils le font, mais avec notre argent. Et c'est à vous de prouver qu'effectivement vous avez raison, et qu'effectivement il y a un problème. S'il y a un problème, montez des entreprises, montez des associations, faites des courts-métrages, faites tout ce qu'il y a à faire pour nous convaincre de faire quelque chose, et non pas nous agresser pour faire ce qu'il vous plaît. Voilà, encore une fois, respect du droit naturel. Et le droit naturel, vous ne le respectez pas. Donc, si vous ne respectez pas le droit naturel, excusez-moi, mais vous êtes des ennemis, c'est tout, point. Je ne vais pas passer par 34 chemins. Hein. Mais comme toujours, effectivement, un État qui veut imposer des choses aura un rôle néfaste. Mais sur l'environnement en particulier, il y a, chez les économistes notamment, beaucoup d'éléments comme quoi l'État doit avoir son rôle. Avoir son rôle, du coup, pas un monopole ou faire n'importe quoi. Avoir son rôle. Moi, ça fait penser. Je viens de signer en URSS, pour ceux qui ne savent pas. Alors, l'État avait un grand monopole, notamment sur l'environnement. Et toutes les catastrophes, les pires catastrophes écologiques, c'était par l'État. Oui, donc, oui. C'est pour ça que ça me fait. En fait, je comprends les préoccupations des gens qui ont pour l'environnement. Moi, je pense qu'effectivement, il y a aussi un problème là-dessus. Après, penser comme quoi l'État, ça serait la solution, moi j'ai peur que ce soit un remède qui est pire que la maladie. C'est-à-dire qu'en se disant comme quoi on va commencer à contrôler l'environnement, on va commencer à contrôler toute la production, et comme disait un certain politicien qui je ne vais pas nommer ici, ça revient rapidement vers l'écologisme qui se pratique côté gauche en France. Et c'est des pastèques qui sont rouges à l'intérieur et verts à l'extérieur. Et moi, justement, j'ai peur que l'État, quand il commence à dire je vais gérer l'environnement, en fait, il va gérer tout le reste. Parce que l'État a tendance, c'est comme une graine, une fois qu'on a mis, il commence à pousser et à se développer et devenir un gros arbre à la fin qu'on n'arrive pas à arracher. C'est ce qu'on a fait en France. C'est ce qu'on dit en général de la bureaucratie en particulier. Oui. Tout à fait. Mais là, du coup, c'est important d'inciter et plutôt qu'interdire. Par exemple, quelque chose qui est important pour nous, c'est la réciprocité dans les échanges. Donc les écologistes en particulier, à des sens plus ou moins larges, veulent interdire qu'on fasse des choses en France, des choses dont on a besoin. Notamment, par exemple, ce qui concerne les hydrocarbures ou dans l'agriculture, on va importer des produits agricoles, on n'a pas le droit de les faire chez nous. Ça, c'est une vision étatiste de l'environnement. On interdit des choses chez nous, et comme ça, on est content, on interdit des choses, puis on les importe. Pour nous, en fait, on fait que déplacer le problème. Et en plus, en général, on déplace dans des pays en développement, donc c'est quasiment du colonialisme écologique. Qu'est-ce que vous proposez du coup, contrôler les importations, c'est ça?
Alors déjà la réciprocité. Voilà, si les gens veulent qu'on sorte de quelque chose, ben, il faut en sortir. Déjà, si on a le droit de consommer quelque chose en France, on a le droit de l'importer. Oui, ça implique par exemple différentes choses du coup. Mais ça, c'est juste simplement de la réciprocité, sinon on fait que déplacer les problèmes et on ne s'en sort jamais. Et donc il s'agit plus de, souvent, si on veut favoriser des domaines, par exemple sur l'énergie, sur les, alors il y a plein de choses à dire sur tout ce qui est isolation, changement de, voilà, beaucoup de choses à dire sur l'ADEME. En fait, s'il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est dégage. Mais en termes de politique incitative, il y a pas mal de choses à faire. Mais là, du coup, on n'est pas sur. Alors peut-être qu'il va en parler après, mais là il tourne autour du pot. C'est quoi la réciprocité en fait que tu veux? Ça veut dire que si un pays interdit tel hydrocarbure dans l'agriculture, comme tu en parlais tout à l'heure, Saya, alors on peut l'interdire nous aussi. Enfin, si nous l'avons interdit nous aussi, alors on peut autoriser les échanges. Par contre, si le pays en face n'interdit pas ces produits-là, alors on interdit les échanges avec. C'est ça que tu veux dire? Ça va très très bien se passer, ça. Ça s'appelle du protectionnisme. C'est bien de dire on cherche la réciprocité, hein, c'est un beau terme. Non, ça s'appelle du protectionnisme. Et c'est de la merde. Et c'est de la merde. Il y a des lois économiques, même chez les libéraux classiques, qui te montrent que c'est de la grosse merde et qu'il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Parce qu'encore une fois, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et en plus de cela, donc cela c'est la partie pratique, mais en plus de cela, de toute façon, ça contrevient encore une fois au droit naturel. Bon, c'est dommage, il ne parle toujours pas du droit naturel. C'est dommage. Voilà, c'est pas l'État qui impose des choses. Mais effectivement, l'environnement est un domaine assez compliqué de ce côté-là, parce qu'en plus, il y a un temps qui est. On va en parler par exemple pour ce qui est de rendre la France moins étatiste, c'est un sur le long terme. L'environnement, malheureusement, on n'a pas 300 ans, pour ce qui est du climat en particulier. Donc, il y a des compromis à faire, des choses à voir. En tout cas, forcément, et c'était en fait le point de vue des libéraux sur la plupart des choses, c'est que l'État doit avoir un rôle, mais une approche la moins statique possible, de vers les meilleurs résultats. Ça veut dire quoi, incitatif? Ça veut dire... incitatif, c'est quoi? C'est-à-dire que on favorise plutôt que d'interdire. Comment vous favorisez? C'est des subventions? Par des tas de mesures. Par exemple, tant qu'il y a un État, peut-être qu'il pourrait commencer par être exemplaire. C'est pas du tout le cas actuellement. On a encore actuellement par exemple des ça c'est plutôt les collectivités locales qui vont remplacer du chauffage électrique par du gaz, parce que ça va être moins cher du coup. Parce que l'État, malheureusement en France, présente une bonne partie de la France simplement. Donc ça concerne déjà pas mal de moyens. Évidemment, il y a ça peut être alors, tout ce qui est subvention, c'est un gros mot. Après, nous, on n'est pas dogmatique. Il y a quand même une différence entre subventionner la filière noix et des subventions qui viseraient un secteur indispensable pour la transition écologique. Et tant qu'elles sont... Si c'est indispensable, alors ça veut dire qu'il y a un besoin, alors il y a une demande. Donc il y a un marché. Donc il n'y a pas besoin de subventions. Oh putain. C'est catastrophique. Sont ciblés. Qui décide? Eh bien, forcément, qui décide? Déjà, nous, on va faire des propositions. On a une équipe, pour le coup, l'énergie et tout ce qui est énergie, environnement, on a une équipe extrêmement compétente, en particulier sur l'énergie. Donc, on fait nos propositions. Mais effectivement, c'est des points délicats. En tout cas, là-dessus, nous, on assume que l'État doit avoir un rôle. Par exemple, nous, en France, on a une filière nucléaire qui est très développée. Donc, tu parlais de la Il ne dit toujours pas pourquoi il doit avoir un rôle. Nucléaire civil, ça reste là difficile, compliqué d'envisager un désengagement total de l'État. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, il n'y a pas à avoir un monopole d'une certaine entreprise sur mais l'État peut jouer un rôle. Après, sur les autres, pareil, sur les autres énergies, favoriser, c'est ce qui se fait actuellement, de manière assez déplorable parfois en termes de subventions. Sur la partie énergie, on a un programme qui est comme tout le reste, en fait, encore en cours d'élaboration.
En tout cas, on privilégie les approches incitatives. Mais après, je le dis, là, vraiment, ça fait une différence. Enfin, pour être clair, je pense que vous pouvez le voir dans notre manifeste, le climat, l'environnement et le climat surtout est extrêmement important pour nous. Donc, c'est un point où on aura une approche extrêmement pragmatique. Bah, si c'est important pour vous, montez une association sur ce sujet, créer des entreprises, acheter des terres pour les sauvegarder, créer des parcs pour des animaux, pour sauvegarder des espèces. Enfin, faites les choses. Alors, je me rappelle plus comment s'appelle le magazine américain qui parle de ce sujet-là, qui parle justement de la privatisation des parcs nationaux et le fait que en privatisant complètement et en désengageant l'État des parcs nationaux, au final, on a de meilleurs résultats. Et on peut le voir notamment en Afrique, dans certains pays d'Afrique, où grâce au tourisme écologique, tourisme animalier, etc., au final, ils sauvegardent bien plus d'espèces que quand c'était l'État qui essayait de protéger ces zones et ces animaux. Voilà, privatisation, la privatisation marche. Elle marche en théorie, parce que ça, cela suit les lois économiques et les principes philosophiques. Et en suivant les principes philosophiques qui sont en fait une interprétation logique, déductive a priori du réel, alors dans le réel cela marche. C'est juste logique. Voilà. Mais je vous mettrai en lien, si je le retrouve, ce magazine qui parle justement de ces parcs nationaux privatisés. Comme je disais, c'est quasiment du régalien pour nous. Enfin, pas de monopole de l'État, mais c'est quelque chose sur lequel on aura des positions qui pourraient être jugées moins libérales sur d'autres choses. C'est complètement assumé. Je bafouille un petit peu parce que je ne veux pas donner d'exemples qui en fait ne sont pas partagés par le reste du parti. Mais là-dessus, ça pourrait, on pourrait nous dire, là-dessus, vous êtes quand même, on nous dira, vous n'êtes pas libéraux, plutôt moins. Et je recoupe là, je bafouille parce que ça pourrait ne pas... ce qui pourrait dire ne pas s'aligner avec tout ce que pensent les gens du parti. C'est tout le problème d'un parti, c'est que tu dois trouver des compromis. Voilà. Et le compromis, ça amène à quoi? Ça amène petit à petit à une dérive non seulement sémantique, mais aussi une dérive de programme, etc., vers de plus en plus de socialisme. Toujours. C'est tout le problème. C'est pour ça qu'il faut partir du plus radical possible. Parce qu'au moins, s'il y a un peu de compromis, on peut espérer que ça reste un minimum libéral. Voilà. Que sur d'autres points, c'est quelque chose qu'on assumera complètement. On considère là-dessus que l'État doit avoir un rôle important. Et effectivement, ça pourra donner sur des choses qui seront moins libérales. Après, voilà, le but du libéralisme, c'est les libertés individuelles, au fond, que nos enfants aient une planète où il n'y aura pas plus de 5 degrés en plus, c'est une liberté. Mais moi, j'ai envie qu'il fasse plus 5 degrés en plus. J'ai envie qu'il fasse très chaud et qu'il y ait du CO2 pour que les plantes poussent plus vite, plus grosses, qu'il y ait une plus forte production. Moi, les pingouins, je m'en fous. Moi, s'ils crèvent tous, rien à branler. Voilà. Moi, mon intérêt, c'est de bétonner toute la France. Voilà, j'ai envie qu'il y ait du béton partout. Mon intérêt, c'est ça. Alors peut-être que c'est pas ton intérêt à toi. Dans ce cas-là, on va se confronter sur le marché. Et je pense que la plupart des gens n'ont pas très envie de voir du béton absolument partout sur toute la France. Et Fergan a fait le travail là-dessus. Alors, on s'entend pas forcément au niveau des idées. Il a un peu égratigné le libertarianisme parce que, en même temps, il faut comprendre qu'il est assez publicité. Il a accès aux médias, donc il faut pas trop qu'il ouvre sa gueule, sinon il serait tout de suite mis au rebut. Et de toute façon, il y a quelques problèmes logiques chez cette personne, mais c'est pas grave. En tout cas, il a fait le travail au niveau de l'écologie. Son bouquin est très intéressant et qui montre que plus on augmente la productivité, plus les gens sont riches, plus le monde agricole aussi est riche et libre, et moins on utilise de terre pour produire. Et donc au final, plus on fait d'écologie. C'est marrant, hein.
C'est marrant, on revient toujours au même point. Mais effectivement, c'est un point très délicat que Oui. ce là en soi. Je suis conscient. Alors moi j'ai fait le chat, j'ai voulu faire une manip et je l'ai perdu. Donc je vais comme quoi on me demandait de poser les stylos et merci beaucoup d'avoir dit. Je ne me rends pas forcément compte du bruit que je fais. Ok. Je vais voir le chat en direct. Ah, moi je vais lire la question. Ah, bon, il y a 2 questions sur les crypto-monnaies. Différentes, non, c'est la même. Alors, mon studio. Bon, je vais pas casser le live. Sinon, j'en ai quelques-unes là comme ça, enfin, je les ai sous les yeux. Alors là, il y en a un qui repose une question sur les crypto-monnaies. Là, peut-être qu'on aura des différences. Alors, ce qui est sûr, je pense que je peux dire clairement pour le Parti libéral que c'est vrai que pour certains, c'est extrêmement important. C'est un parti en particulier libertarien. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas d'appétence particulière pour les crypto-monnaies. Donc, la raison de notre position dessus va être plus technique. Voilà, l'aspect monétaire, c'est très compliqué. Nous, on aimerait avoir des spécialistes de politique monétaire pour parler de ça. C'est vraiment un sujet où même des économistes en général, dont c'est pas le sujet, s'abstiennent en général d'en parler. C'est très compliqué. Donc là-dessus, en particulier, voilà, sur la politique monétaire, on n'a pas trop avancé. En tout cas, voilà, on s'est pas dit dès le début, on va faire des crypto-monnaies parce que tout le monde en fait. On a des avis assez contrastés dessus. Et que ce sera évalué vraiment d'un point de vue purement technique. Donc, voilà, est-ce que les crypto-monnaies ont un intérêt, tout comme est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de libéralisation de la monnaie. C'est clairement pas un de nos axes majeurs. Voilà, je pense. Ok, bah, de notre côté, la politique monétaire ne doit pas être gérée par l'État, uniquement par l'État. Donc progressivement, notre objectif à terme, c'est d'arriver sans État, à la monnaie sans État. Là maintenant, la moindre des mesures, ça serait d'autoriser les crypto-monnaies, la circulation des crypto-monnaies de manière libre et ne pas avoir un monopole sur la monnaie. Côté État en France. C'est exactement ce qui est proposé aussi Millet qui va peut-être mettre en place. Ce n'est pas avoir uniquement le peso, mais aussi pouvoir échanger en dollars si les gens le souhaitent. Ne pas avoir un monopole sur la monnaie. Et la crypto-monnaie, justement, c'est un très bon moyen d'échapper aussi à contrôler l'État. Et après, je comprends que vous êtes du fond de l'État et sur ces partis régaliens, et donc notamment crypto, ça peut être un moyen d'échapper aux impôts. Là-dessus, on considère comme quoi, tant mieux. Oui, après, on considère aussi que c'est quelque chose qui est prouvé. Si on baisse les taux d'imposition, les gens fraudent moins les impôts et on rigole plus en général. Donc c'est aussi quelque chose pour lutter contre, paradoxalement, pour lutter contre la fraude. On peut proposer des impôts plus raisonnables. Mais voilà, effectivement, tout c'est moins prioritaire. Peut-être que plus raisonnable, c'est-à-dire 3%, 5%, 10%, 15%, plus de 30% comme Charles Gave, hein, le El Famoso libéral qui propose plus de 30% d'imposition. À savoir qu'au-delà de 30%, c'est du communisme, hein, comme dirait l'autre. Donc bon, j'adore. Donc c'est quoi raisonnable ? Parce que ce qui est raisonnable, en fait, c'est subjectif. Toi, tu penses peut-être que 10% c'est raisonnable. Moi, je pense que 1% c'est déjà trop. 1% c'est déjà trop pour moi. Ça me casse déjà les couilles. Qui es-tu pour me dire non, ta gueule, tu me files 10%. Qui t'es ? C'est du vol, point. Je ne consens pas, c'est du vol. Taxer, c'est voler, toujours. Mais effectivement, quand on est libéral, pro-étatiste, eh bien, tu as besoin d'impôts. Tu as besoin d'impôts pour pouvoir ne serait-ce que faire vivre l'infrastructure, pour pouvoir agir, pour pouvoir faire ta politique incitative, que tu n'as pas précisé d'ailleurs. Hein, incitation par quoi ? Apparemment, les subventions, ça serait ouvert. D'accord, mais c'est l'argent des uns qui sont volés pour alimenter les autres. Tu n'as pas donné le terme, mais c'est ce qui est dit en demi-mesure, hein, pour le bien commun. Le bien commun, définition. Voilà, ça y est, définis-moi ce qu'est le bien commun. On va se marrer. Donc non, et donc l'État a besoin de cette imposition, et pour s'assurer qu'il va bien recevoir les impôts qu'il lui faut, pour s'assurer qu'il peut contrôler la fiscalité, eh bien il lui faut une monnaie. Une monnaie qu'il puisse diriger, qu'il puisse contrôler,
et donc monopole de la monnaie. Voilà. Et on sait ce que ça donne, le monopole de la monnaie. On sait exactement ce que ça donne. Donc un étatiste, même libéral, pseudo-libéral, appelez ça comme vous voulez, tendra toujours vers le contrôle de la monnaie. Toujours. Il n'y a que les anarcapes qui sont véritablement, intrinsèquement pour des monnaies libres. Et donc contre l'inflation, contre toutes ces choses-là. C'est tout, hein. Parce qu'après, on va vous dire de façon pragmatique, oui, mais là, il y a ce problème-là, donc on va augmenter un chouïa, pas beaucoup, la monnaie, parce que ça nous permettra de faire ceci, de faire cela. Bref, le terme pragmatisme qui va bien à toutes les sauces, qui nous permet de faire des conneries au final. Voilà. Les anarcapes, on vous dit, non, on ne peut pas le faire parce que ça entraînera des problèmes que nous ne pouvons envisager nous-mêmes, alors que les solutions sont dans les individus et nous ne pouvons pas nous-mêmes toutes les envisager puisque nous ne sommes pas omniscients. Un étatiste se prend pour Dieu. Hein. Un étatiste se prend pour Dieu. Il croit savoir, il croit posséder toute la connaissance nécessaire pour diriger des gens. Non. Non. Il n'y a rien de plus faux. Voilà, je ne décide pas tout seul, enfin pas du tout même. Forcément, j'ai un avis plutôt négatif, mais vraiment d'un point de vue purement technique. Mais voilà, peut-être qu'on sera plutôt favorable aux crypto-monnaies. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on met en avant. C'est vrai que c'est assez binaire d'ailleurs en général. Il y a ceux qui sont très contre et souvent il y a vraiment des partis. C'est extrêmement important. Pour nous, voilà, on n'a pas trop parlé jusque-là en tout cas. Non, c'est simple. C'est toi, soit t'es pour la liberté, soit t'es contre la liberté. Moi, je suis pas forcément pro crypto-monnaie. Hein. Moi, je trouve pas ça ouf. Je considère d'ailleurs que ce ne sont pas des monnaies. En français, il faudrait dire crypto-devise et non pas crypto-monnaie. Donc, pour ma personne, bah, ça m'intéresse pas des masses. Je suis plutôt intéressé par le traditionnel or, etc. Par contre, je suis intéressé par la technologie qui peuvent résoudre pas mal de choses, notamment la signature de contrats, etc. Enfin, ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, je ne suis pas pour imposer ma vision aux autres. Je ne veux pas imposer ma vision des choses aux autres. Et donc, je ne veux pas imposer ma vision des crypto-devises aux autres. C'est simple. Okay. Et du coup, l'impôt, c'est du vol ou pas? L'impôt, c'est du vol. Alors, ça dépend. Bon, déjà, le taux de prélèvement obligatoire français est plus que du vol et proprement inqualifiable. Il faudra rajouter des entrées dans le dictionnaire pour en dire quelque chose. L'impôt, pour moi, n'est pas forcément. En fait, pour moi, ça va vraiment dépendre de comment l'utiliser. Hein. Voilà, un taux de, par exemple, disons, c'est Milton Friedman en particulier aussi qui disait qu'on peut considérer qu'un État était libéral en dessous de 15 si la dépense publique représentait 10% du PIB. Ouais. Voilà, quelque chose comme 10% du PIB, c'est bien utilisé. Logiquement, 10% du PIB, ça a intérêt à être bien utilisé, sinon, voilà. Ne serait pas du vol. Après, le principe de l'impôt, c'est qu'il est consenti. C'est assez marrant d'ailleurs en France, parce que les gens veulent plus. Enfin, voilà, en théorie, hein, l'impôt est censé être consenti dans un État qui fonctionne. Mais c'est assez marrant en France, parce que tout le monde de l'État dépense plus, mais personne déjà consent à l'impôt qu'il y a déjà. Tout le monde sur les autres qui payent. Mais bon, on peut être d'accord sur le fait qu'effectivement l'impôt en France n'est pas consenti. C'est pour ça qu'en général, quasiment la totalité de la population française est d'accord sur le fait de spolier Bernard Arnault. Parce que comme ça, du coup, c'est pas eux, il faut bien que quelqu'un paye. Mais clairement, on a un problème là-dessus. Et pour moi, ça vient déjà clairement de la dépense, en fait, parce qu'on voit tous les jours pourquoi l'État dépense ses deniers. Et voilà, ça pose un problème quand on sort le matin et qu'on découvre que notre rue est en train d'être refaite pour la 15e fois en 15 ans. Ça m'est arrivé, c'est un cas réel. Bah voilà, on voit nos impôts qui partent en fumée et bah forcément, bah, oui, c'est du vol. Okay. Donc là, en fait, il est dans une caractérisation de l'impôt par rapport à un degré. C'est-à-dire que l'impôt serait du vol en fonction du degré. D'accord. Donc, si au lieu de te mettre le poing dans l'anus, je te mets juste le doigt, c'est pas du viol. Ah, oui, non, mais vous n'êtes pas chez... vous n'êtes pas chez quelqu'un qui fait de l'art oratoire, qui a fait l'ENA, qui a fait machin. Non, non,
Je suis un plouc, j'utilise des termes de plouc et des expressions de plouc. Donc c'est ça en fait que tu es en train de me dire. C'est que si c'est juste un doigt, c'est pas grave. Par contre, si c'est tout le poing, voire tout le bras, comme avec l'État français, là par contre c'est très grave. Non, moi je considère que même un doigt, si je n'y ai pas consenti, tu n'as pas à me le mettre. Voilà, c'est simple. Donc là en fait, nous avons vraiment la différence entre libertariens et libéraux classiques, je sais pas quoi, enfin appelez ça comme vous voulez, qui est une différence en fait que nous critiquons la nature même de la chose. Un vol est un vol, le mal c'est le mal, point. Et ces gens-là, qui sont dans une différence de degré, si je te mets un doigt, c'est mieux que si je te mets le poing. Bah, moi, je peux dire directement de l'impôt, c'est du vol. Parce que les gens sont consentis. Il n'y a aucun cas où on dit est-ce que vous voulez bien qu'on vous prélève de l'argent. Si c'était des consentis, c'est-à-dire que ça serait du base des volontariats, c'est-à-dire les gens diraient ok, ben moi je veux bien donner de l'argent pour tel ou tel objectif. Alors que là maintenant, on met tout dans un pot commun. Enfin, on nous oblige de mettre dans un pot commun. Et après, c'est l'État, c'est le gouvernement qui décide comment est-ce qu'il va les dépenser. Donc quoi qu'il arrive, même si ça est 10%, ça restera toujours du vol. Bien sûr, on ne peut pas supprimer l'impôt tout de suite maintenant. Mais il faut toujours considérer l'impôt comme du vol par l'État, déjà des bases, rien que pour l'objectif de le diminuer. Après, pour moi, d'une certaine manière, l'impôt, voilà, si on demande aux gens individuellement, ils ont considéré que l'impôt c'est du vol. Après, il n'empêche que les taux d'imposition sont décidés par des gens qui sont élus. Voilà, la question c'est est-ce que si demain un parti, le parti libertarien se présente aux élections avec comme mesure phare suppression de l'impôt, est-ce qu'il va être élu? Et là, d'un coup, on va se rendre compte que l'impôt va être beaucoup moins du vol. Pour diverses raisons, mais pour moi, c'est plus subtil que ça. Tant mieux alors. Tant mieux s'il y a vraiment des gens qui y consentent. Donc, autoriser les gens qui n'y consentent pas à s'enfuir. À sortir. C'est simple. C'est simple. Si effectivement, si nous proposons la suppression des impôts, eh bien tous les gens qui seront pour resteront dans le giron de l'État et continueront à payer leurs impôts, et ceux qui sont contre, eh bien ils arrêteront d'en payer. Et on verra ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Laissez-nous tranquilles, putain de merde. Nous, on vous dit pas à vous personnellement, allez-y, vous devenez tous strictement volontaristes, tous, vous payez plus rien, vous gardez tout votre thune, etc. Tout le monde fait pareil et tout. Non, on dit pas ça, nous libertariens. On dit juste, on doit avoir le choix de notre vie. C'est tout ce qu'on dit. Donc après, si tu veux faire ta société de communiste minimum, hein, libre à toi, fais-le. Fais-le. Et de façon consentie. C'est-à-dire que les gens, ils rentrent sur ton territoire, hein, voilà, ils prennent une petite location, etc. Ils ouvrent leur entreprise et tout. Et dans le contrat qui les engage avec toi, eh bien, il y a, voilà, vous devez payer 10% chaque année à l'entreprise qui gère le territoire. Si c'est consenti, mais aucun problème. Faites. Allez-y, faites-le. Et on verra ensuite quelles sont les sociétés qui fonctionnent le mieux à long terme. On verra bien. Parce que les sociétés humaines, c'est pareil, c'est quelque chose d'arbitraire, mais si c'est fait par contrat, on peut les désigner, on peut les cadrer, et on peut les comparer par la suite. Et cette comparaison, elle sera faite par les individus, vous inquiétez pas, et donc il y aura un marché, ainsi, des sociétés d'individus. Il y aura un marché pour ces sociétés-là, et par le jeu de sécession, d'expatriation, etc., eh bien, certaines sociétés seront favorisées par rapport à d'autres. Et petit à petit, il y aura un standard, une norme en fait de société qui s'établira sur le temps long, et peut-être qu'un jour, il y aura de nouvelles idées, et donc ces idées-là vont être marginales au début, vont être testées, au fur et à mesure du temps, et peut-être qu'elles deviendront elles-mêmes, dans très longtemps, deviendront elles-mêmes de nouveaux standards de société, pour aller toujours plus vers des sociétés encore et encore plus efficaces, et respectant toujours l'individu et toujours le droit naturel.
Laisse faire le marché, putain. Laisse faire le marché. Merde. Oui, alors, si on se présente effectivement avec l'impôt comme du vol, oui, effectivement, c'est compliqué. Il faut faire une toute partie éducation. Je ne dis pas comme quoi il faut supprimer immédiatement tout l'impôt, si on a la possibilité, mais... Et pourtant, Milei l'a dit. Milei l'a déjà dit et il a été élu. Milei a déjà dit que taxer, c'est voler. Et sur des heures de grande écoute, hein. Pas de soucis, ça a été vu des millions de fois. Mais il a déjà dit, l'impôt c'est du vol. Il a été élu. il faut considérer l'impôt comme du vol parce que c'est du vol. Parce que Oui, physiquement, c'est prendre quelque chose à quelqu'un sans son consentement. Et là, ça s'appelle du vol. Et je veux dire, les gens sont consentants à partir du moment où si tu fais campagne en disant je veux supprimer l'impôt parce que l'impôt c'est du vote, du vol, les gens ne votent pas pour toi. Enfin, 100% des gens votent pas pour toi. Et même beaucoup moins que ça. Donc visiblement, les gens ont un rapport très, disons, très troublé à l'impôt. Parce que dès qu'on parle de baisse d'impôts, ils paniquent. C'est assez beau du coup. Donc d'un côté, ils disent que les impôts sont trop élevés. De l'autre côté, bah oui, c'est vrai qu'en général, voilà, on a tendance à... Après, bon, ça va être sur les autres, hein, toujours des impôts sur les autres, voilà. Mais si vraiment les gens considéraient unanimement que l'impôt était du vol, dans ce cas-là, il suffirait de se présenter en disant bon, on supprime les impôts et on serait élu. Non, parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a jamais, tu te présentes jamais avec une seule mesure. Macron s'est pas présent, il s'est présenté effectivement dans son 12e mandat et en disant comme quoi il va faire passer les retraites à l'âge au-dessus, donc à 64 ans. Il s'est présenté directement avec ça. Il avait plein d'autres mesures, il était élu. Est-ce que les gens ils ont consenti vraiment que ça passe à 64 ans? Je ne suis pas sûr. Même je suis sûr que c'est pas, pas le cas. Donc, quand on est élu pour un programme, on n'a pas toute totalité des mesures qui sont OK. Et là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est-à-dire que de base, et ça c'est écrit sur votre site également, comme quoi vous mettrez en place des mesures qui sont consenties par la majorité de la population, même si une mesure est consentie par 50% de la population, enfin 51% de la population, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Si demain 51% de la population disent comme quoi et tout le monde devrait porter une chaîne autour du cou, ça ne veut pas dire forcément comme quoi il faut le mettre en place. Oui, alors là d'ailleurs on touche à un problème très délicat, le fait que c'est pas parce que les gens plébiscitent une mesure qu'elle est bonne. C'est quelque chose de très délicat, je pense, pas que ce soit pour un parti libéral ou libertarien. Voilà, parce que la liberté est importante et du coup c'est pour ça que nous on compte sur la pédagogie. Pas imposer des choses que les gens ne veulent pas, donc c'est important déjà de faire un programme honnête, de faire ce qu'on a besoin de faire et d'expliquer aux gens pourquoi on veut le faire. Et puis si on n'est pas élu, c'est que les gens en veulent pas. Mais c'est quand on a un parti libéral, c'est important de ne pas faire des choses dans le dos des gens en se disant on a raison. La démocratie mène toujours au socialisme. Mais c'est vrai qu'a priori, comme ça, sans connaître particulièrement les enjeux, la majorité n'a pas forcément raison. Voilà. Je ne donne pas d'exemple, mais... Et du coup l'impôt c'est du vol. Voilà, moi je dis vraiment, a priori l'impôt en général, pas forcément, pour moi, bon, après, le principe même d'un État, c'est... Attention, tu utilises le terme a priori. A priori, c'est du vol. A priori, c'est du vol. Va falloir se former, Coco, parce que a priori, c'est du vol. Point. L'humain agit, d'accord? L'humain, l'individu, a ses propres intérêts personnels. On a tous nos intérêts personnels et nos objectifs personnels qui sont subjectifs. Et donc, quand tu imposes, c'est le terme même, imposer, quand tu imposes un tarif, c'est du vol. Toujours. A priori, c'est toujours du vol. Si ce n'est pas du vol, ça veut dire que ce n'est pas imposé. On demande le consentement. Si on demande le consentement, c'est un prix. Et le prix, ça se retrouve sur un marché libre. C'est QFD, j'ai envie de dire. Qu'il a une certaine légitimité. Un État qui n'a pas de légitimité pose problème. Seulement l'État a une certaine légitimité qui est accordée par la population. Il a la légitimité de lever un impôt. Voilà, donc on est en démocratie, donc les gens élisent des représentants. D'ailleurs, si... Mais je n'ai pas voté. Moi, je ne vote pas, putain de merde. L'État n'est absolument pas légitime en soi.
il n'est pas légitime. S'il est légitime pour toi, ben fais ton petit état de ton côté avec tes potes, vous faites votre tambouille et vous nous laissez tranquilles. Il n'est pas légitime en soi. C'est comme... c'est évident. Évidemment, on doit, c'est qui on c'est quoi ce devoir? D'où est-ce qu'il émane ce devoir? Non, il n'y a pas. Tout ça, c'est de l'imposition, encore une fois. Tout ça, c'est de l'imposition d'idées, et voire plus que d'idées, puisque ça va aller jusqu'à imposer 10%. Alors oui, effectivement, ce sera toujours mieux que ce que l'État fait actuellement. Oui, ok, mais où est la limite? Où est-ce que vous la définissez, cette limite? Et encore une fois, la démocratie mène toujours au socialisme, parce que vous avez toujours des gens pour se dire, il y a l'outil État, on va pouvoir subventionner ça, je peux le justifier pragmatiquement, entre guillemets, pragmatiquement pour le bien commun, parce que ça va faire telle ou telle chose, ça va être génial, on va tous chanter Kumbaya, mais au final tu ne respectes pas le droit naturel, et donc il y a des gens qui vont vouloir s'enfuir, donc tu vas perdre des impôts, ou il y a des gens qui vont vouloir eux-mêmes militer pour ce qui leur semble légitime, ce qui leur semble légitime, ce qui leur semble bon, ce qui leur semble être leur vision du bien commun, et donc tu vas te retrouver comme ça avec du clientélisme, avec du compromis, avec des guéguerres politiques, et au final, l'État, le Léviathan, se nourrit de ça, et il grossit, et il grandit. Et on le voit dans le monde entier, à toutes les époques, à chaque fois qu'il y a un État dit minimal, à chaque fois, il grossit pour toujours les mêmes raisons. Toujours. Donc on ne peut pas être intrinsèquement pour l'État et se dire pour la liberté. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il parlait des libertés, les libertés. Ça montre bien la différence fondamentale qu'il y a entre nous et ces libéraux, entre guillemets. C'est que nous pensons la liberté comme un droit, parce qu'il est défini par rapport à la propriété privée, elle-même définie, alors que eux, ils voient les libertés. Et en fait, les libertés, c'est quoi? C'est la licence. Ce n'est pas la liberté, principe fondamental, ce sont des licences. On en revient toujours au même, c'est un problème philosophique. L'impôt, je crois même, si on revient avec le cours de sociologie de l'État, si l'impôt n'est pas jugé, pour beaucoup de philosophes, de sociologues de l'État, si son impôt n'est pas légitime, l'État lui-même est illégitime. A priori, voilà, l'État, si on remonte à Norbert Elias par exemple, on définit l'arrivée de l'État moderne par le fait que les rois à l'époque arrivaient à faire lever un impôt par leur seigneur, qui était reconnu en tant que tel. Il n'y avait pas de révolte quand on essayait de lever un impôt. Voilà, il n'y avait pas de révolte justement, c'est un processus qui a duré 1000 ans. Après, justement. Il n'y avait pas de révolte, les jacqueries. Ce qu'on appelle les jacqueries. Et à l'intérieur, on a mis un peu tout et n'importe quoi, mais pour faire simple et compréhensible, on va pas faire un cours d'histoire, mais les jacqueries, c'était pas des révoltes. Non, du tout. Le fait que, justement, la royauté, de concert avec les hommes d'église, et je dis pas l'église, mais des hommes d'église, et justement manigancé contre la propriété privée des seigneurs locaux, ça s'est forcément très très bien passé. Bah non, ça s'est très très mal passé, il y a eu des morts. Non, du tout. C'est archi faux tout ça là. Là, historiquement, c'est faux. Ce qui s'est passé à la Révolution française, c'est qu'il n'y avait plus de légitimité. Donc pouf, c'est passé à autre chose. Mais en tout cas, un État... Donc en fait, la légitimité, c'est tant que les gens ne butent pas et n'éliminent pas l'État. Voilà. Donc en fait, c'est un rapport de force. Tant que les gens n'ont pas les capacités à la fois culturelles, parce que la pensée libérale et libertarienne
c'est une évolution, hein. On progresse dans cette pensée-là, on continue de chercher, d'améliorer la pensée, d'améliorer la philosophie du droit, d'aller plus profondément dans les concepts pour les... comment dire, pour les sceller définitivement. Et donc c'est une progression. Évidemment, on ne pensait pas la liberté comme on la pense aujourd'hui il y a 2000 ans. C'est évident. Tout comme on ne pense pas, je sais pas moi, la Terre. On ne pense pas la Terre dans sa forme comme on l'a pensé il y a 10 000 ans. Enfin, c'est logique en fait, il y a un process comme ça. Et justement, les libéraux que je croise souvent, eux se sont arrêtés dans ce process-là. Ils n'ont pas été plus loin, ils n'ont pas étudié les penseurs actuels libertariens, etc. Ils n'ont quasiment rien étudié, ils s'arrêtent en fait, un peu comme Gave qui s'est arrêté il y a 2 siècles, au moment de sa naissance peut-être. Petite boutade, désolé. Mais voilà, on s'arrête. Bah non, la pensée humaine ne s'arrête pas, la pensée humaine cherche à s'améliorer. Je dis pas qu'elle s'améliore tout le temps, hein, bien au contraire, hein, on a inventé le communisme quand même. C'est pas des macaques qui ont inventé le communisme. Ce sont de bons gros humanoïdes. Et bref, je ne vais pas trop diverger, mais il y a vraiment un problème fondamental là-dedans de définition des termes. La légitimité, si c'est un rapport entre individus, alors il faut en passer par l'action humaine. Toujours. Toujours, putain de merde. Toujours, il faut toujours repasser par l'action humaine, et donc la praxéologie, et donc le libertarianisme, et donc tuer à la rue. Quasiment certains le définissent par le fait qu'il a une capacité et une légitimité pour lever un certain impôt. Un certain impôt. Voilà. Moi, j'ai grandi dans un pays où dans l'école, on cotisait pour les bandes criminelles. Et si tu ne le faisais pas, on te tabassait pour ce que tu cotises. Du coup, est-ce que c'était un État, les mafias? Justement, la mafia, l'État, c'est le monopole de la violence légitime. C'est une manière de le définir, d'ailleurs, c'est une définition de l'État que j'aime bien. Ah, c'est une définition que j'aime bien. Bah oui, parce que tu rajoutes légitime en fait derrière. Je sais pas si Vadim va le relever ensuite, mais il rajoute légitime. Pourquoi tu rajoutes légitime? Si tu rajoutes légitime, ça veut dire qu'il y a une réciprocité, il y a un rapport avec autrui qui consent au fait qu'il y ait ce monopole de la violence. D'accord? Moi, je ne consens pas au fait qu'il y ait ce monopole de la violence. Donc, il n'est pas légitime pour moi. Donc, tu n'as pas un mec légitime, puisque c'est relatif. Puisque c'est relatif. Tu ne peux pas donner une définition objective qui inclut quelque chose de relatif. Ça n'a juste pas de sens. D'accord? Donc non, l'État, c'est effectivement une structure qui a le monopole de la violence. Point. Pas légitime. Qui a le monopole de la violence. Là, tu as une définition objective. Et pas une définition relative. Puisque la légitimité, comme je l'ai démontré, c'est quelque chose de relatif. Simple, hein? L'État a le monopole de la violence légitime. La mafia, légitime, du coup... Non. Violence, oui. Mais... c'est vraiment une définition, justement, forcément. Là, c'est là-dessus, d'ailleurs, voilà, on différence avec les libertariens, mais c'est une définition d'État de spécialiste, monopole de la violence légitime. Ce qui ne veut pas dire que toute violence de l'État est légitime, mais ce qui veut dire... Petit argument d'autorité, bien entendu, hein, des gens spécialistes l'ont défini comme ça. Bah écoute, d'autres gens spécialistes l'ont défini autrement. On fait quoi? Ah, le fameux compromis, attention. Non, c'est de la merde ça. Ça, cet argument, c'est de la merde, hein, c'est le biais d'autorité, on s'en fout. S'il y a une violence qui est légitime, alors c'est une violence qui ne vient pas de l'État n'est pas légitime. Après, l'État pour la violence légitime, c'est une définition. Mais du coup... Donc une violence qui vient pas de l'État n'est pas légitime. Donc du coup, la légitime défense ne l'est pas. N'est pas légitime. Ah putain de merde. Ah, c'est laborieux. Hein. C'est très très laborieux, bordel. Du coup, la mafia, forcément, elle est forcément légitime, sauf si elle a son propre territoire, que c'est
une sorte d'État mafia. Les États mafieux existent, effectivement. Mais par défaut, justement, la mafia, c'est ce qui s'oppose à l'État. C'est-à-dire une organisation illégitime qui exerce une violence. Ah oui. Bon, bah, je pense... Mais il n'a toujours pas prouvé, démontré la légitimité. Il n'a pas démontré la légitimité. C'est beau quand même, hein. Utiliser des mots comme ça, vides de sens, ou en tout cas auxquels on n'apporte pas de sens, les utiliser pour faire valoir son propos. C'est fantastique, c'est magnifique. Je pense que c'est assez clair. Division sur le sujet. Ah oui, là-dessus, c'est on va pas s'éterner. Voilà. On va pas s'éterner dessus trop. On a quelques questions du chat aussi qui sont arrivées. Ouais. Je propose qu'on regarde rapidement et qu'après on continue. Alors, est-ce que les libertariens ont déjà participé aux Européens depuis 2016 ? Non, on n'a pas participé aux Européens, c'est super compliqué. Nous, notre ambition, c'était effectivement de présenter une liste aux élections européennes 2024. On a essayé, de notre côté, on a dû je vais avancer un peu. Les barrières, une dizaine de personnes, c'était 1 million minimum. Ils sont présents. S'ils n'ont pas vu d'affiche, s'ils n'ont pas de bulletin, l'État démocratique et la légitimité, ça repose par la suite aussi. Mais effectivement, c'est super compliqué pour les partis. Et nous, on a regardé notre capacité. Enfin, pour nous, voilà, il y a des choses qui est bien ancrées en France. Enfin, voilà, c'est pas vraiment un pays très arme, la France. C'est un peu une idée libérale aussi dans un certain sens, parce que voilà, disons, la liberté des uns s'arrête là où s'arrête, enfin, là où commence celle des autres. Et en termes d'armes, chacun a la liberté de pouvoir aller où il veut. Voilà, problème de définition. La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est quoi ? C'est quoi ça, ya ? La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Non ? Non. Sans risquer de se faire tirer dessus par une personne dégénérée. On peut toujours dire, bah oui, mais en fait, on avait des background checks, ça a mal marché, machin. Certaines manières, il y a des pays où ça fonctionne très bien, ils ont des armes depuis longtemps, pour diverses raisons, par exemple, ils ont un certificat militaire, les gens savent s'en servir, donc ça marche très bien. Ça peut aussi marcher très mal dans d'autres pays. Et par sur le nombre de demandes... Quoi ? Comme lesquels ? Les États-Unis, par exemple, c'est un cas, on en rigole pas mal, mais c'est vraiment un problème assez... voilà, c'est pas... Il y a le cliché, il y a quand même des choses assez... c'est un problème profond, là-bas. Si tu veux, je te laisse développer et après je reviendrai. Ah oui, non, mais je sais pas. Voilà, comme je dis, c'est pas. En tout cas, c'est comme j'ai pour les crypto-monnaies, c'est vraiment pas quelque chose, en tout cas, pour nous qui est. Je pense, en fait, là-dessus, plus que sur les éléments précis de programme, c'est sur les points qui sont importants qu'on voit bien la différence entre les libéraux et les libertariens. Voilà, nous, le port d'armes, les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui ont occupé peut-être quelques messages à peine de toutes nos discussions. Voilà, peu importe la position finale dessus, c'est vraiment pas pour nous des points qui sont fondamentaux. Et pourtant, si, c'est fondamental. Je vous renvoie à la vidéo de Viande Tiède, pour ainsi dire, et le président de l'ARPAC, qui était très intéressant, et je suis très content de l'avoir regardé, parce que j'avais une opinion préconçue de l'ARPAC, auparavant, avec son ancien président et de cette personne-là, désolé, hein, monsieur, j'ai oublié votre nom, mais au final c'était très très intéressant et on se relie sur pas mal de sujets, et notamment le fait qu'il y a besoin, si on est étatiste en tout cas, il y a besoin de la liberté du port d'armes, d'avoir des armes à feu et de pouvoir les porter, peu importe, après c'est des problèmes de degré, toujours pareil, parce qu'avec un étatiste ça va être toujours un problème de degré, alors que nous, pour les libertariens, ce sont des problèmes de nature, c'est pas la même chose. Et donc après c'est le background check, pas background check, qui peut l'avoir, qui peut pas l'avoir, etc. Bref, ça c'est arbitraire comme d'habitude avec les étatistes. Mais en tout cas, il y a quand même ce besoin-là pour un étatiste, mais qui est quand même un minimum pour la liberté et surtout pour la sécurité des gens. La première des sécurités, c'est se protéger contre l'État, en fait, qui a cette violence, entre guillemets, légitime, soi-disant.
Et donc pour se protéger de l'État, eh bien quoi de mieux que les armes à feu pour pouvoir justement se révolter contre ce dit État qui en ferait beaucoup trop. Voilà, donc il y a besoin du port d'armes pour cela. Mais bref, moi je ne suis pas sur ce terrain-là, moi je suis sur le terrain de toute façon, les gens sont libres, donc le port d'armes en fait partie, évidemment, sur leur propriété et celle négociée avec les autres, puisque c'est ça la liberté, monsieur. Oui, alors, homme libertarien, sur la question, c'est que justement, le moyen autodéfense, il est super important. Les citoyens qui n'est pas armé n'est pas un citoyen, parce qu'en fait, à tout moment, l'État peut imposer n'importe quelle mesure, et le fait de disposer des armes, ce n'est pas seulement un moyen de se défendre contre les criminels, mais c'est aussi un moyen de se défendre contre l'État. Un État les citoyens qui sont armés, l'État fera bien plus attention aux mesures qu'il met en place. Vadim invite le président de l'ARPAC, fait une vidéo avec le président de l'ARPAC, je le dis là, hein, et je t'enverrai un petit message privé aussi en même temps. Ça serait cool, ça serait très très cool que vous puissiez discuter ensemble entre le Parti libertarien et l'ARPAC, s'il vous plaît. Vas-y, fais-le, ça va être très intéressant, ça va être cool. C'est le premier point, et après, au niveau fondamental même des libertés, le droit à l'autodéfense, le droit de se défendre, il est fondamental également. Quand on se fait attaquer, c'est normal qu'on puisse se défendre. Et en France, il y a droit à l'autodéfense, mais il est très compliqué à mettre en place. Et quand on se défend, c'est en général la victime qui s'est défendue, qui prend plus que les personnes qui l'ont attaqué. La police ne sera jamais derrière vous. Et là-dessus, tant que la police arrive, on a déjà le temps de vous neutraliser, et sachant il faut qu'elle arrive, donc vous devez la prévenir, vous devez l'appeler, attendre qu'elle arrive, et il y a des quartiers où la police ne vient pas. Moi, j'ai vécu dans un quartier également, où la police, si on appelle, il ne viendra pas, et quand les patrouilles de la police passent, en fait, ils ont peur, ils éteignent des feux pour qu'on ne les voit pas. Ils se font caillasser, ils s'en vont. Donc il y a des endroits où on ne peut pas se défendre, et la police ne viendra pas. Et le seul moyen de se défendre, en fait, c'est des armes. Et les armes, en fait, les gens un peu foufous, comme tu as dit, qui peuvent tirer sur des gens, et en fait, ils ont déjà des armes. Si tu veux acheter une arme, tu vas sur Telegram, tu regardes armes, tu serais étonné par le nombre de chats que tu trouveras pour acheter une arme. Et c'était avant Internet, il y a encore 15 ans, il y avait des quartiers, un autre quartier de ma ville, donc à Dijon, où on pouvait acheter des Kalachnikov quasiment en libre service, mais c'est uniquement des criminels qui l'achètent. Les citoyens qui veulent juste se défendre, en fait, il ne va pas l'acheter parce qu'il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit à la licence. En France, le fait d'avoir le port d'armes, d'obtenir une arme, c'est super compliqué, c'est très restrictif, et les Français n'ont pas moyen de se défendre. Et la France n'est pas forcément le pays, comme on dit maintenant, où il y a l'intérêt pour les armes, mais c'est assez récent. En fait, dans les années 90, on pouvait acheter un fusil de chasse à Decathlon, sans aucune licence, uniquement avec la carte d'identité. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à voir la chaîne d'Y, donc la chaîne Y qui pro armes, et aussi la chaîne et l'association ARPAC. Donc pour l'autodéfense, ils font des très bons contenus sur le sujet. Vous allez voir comme quoi en fait c'était pendant le régime des Vichy qu'on a interdit les armes en France, justement pour éviter que les gens se révoltent. Donc historiquement, en France, la France était très armée. Dans la Constitution française, donc contrairement à la Constitution américaine, on n'a pas le port d'armes, mais parce qu'à l'époque, pour la petite anecdote, ils se sont dit que c'est tellement fondamental que c'est même pas la peine de l'inscrire. C'est comme inscrire le droit de respirer. Donc aux armes citoyens, ça a du sens. Oui, mais c'est voilà, justement on parle d'une autre époque. Vraiment, on est sur la construction des États a duré près d'un millénaire. Il y a encore 300 ans, 400 ans, les concepts d'armée n'existaient pas. Pour plein de raisons, les gens avaient des armes. Nous, c'est vrai que voilà, on l'assume. On a une approche régalienne, le fait que l'État a le monopole de la violence légitime. En même temps, vraiment, en plus, en France, pour le coup, les armes à feu, par d'autres pays, ne sont pas vraiment un problème. On a plein de problèmes de délinquance. C'est qu'il y a des armes à feu. Si on regarde les chiffres, en tout cas, c'est pas pour l'instant, même si beaucoup de gens en ont. Objectivement, en termes de morts par balle en France, il n'y a pas un problème majeur. Et libérer les armes pourrait en poser un. Mais voilà, juste c'est une position qu'on assume du fait que, après précisément sur ce qu'on aura sur les armes à feu, il est possible qu'on propose de libéraliser certaines choses,
de changer des mesures. Enfin, il n'y a quasiment pas un seul domaine en France où c'est parfait, il n'y a rien à changer. Enfin, il n'y en a pas d'ailleurs, tout simplement. Donc il y a toujours des choses à améliorer. Mais là-dessus, fondamentalement, on a une position différente. Oui, bah après, ça fait partie aussi. À partir du moment qu'on considère comme quoi l'État peut faire des choses bien, effectivement, on peut se dire qu'on Bah, on peut voilà, critiquer c'est violence, un idéal. la En même temps, violence. voilà. Mais l'État n'a jamais le monopole de la violence. Justement, les bandes criminelles, bah, c'est eux qui détiennent les armes. Les bons citoyens sont désarmés. C'est qui est armé? Ce sont des fonctionnaires de l'État. Ce sont les ligues dirigeantes de l'État. Et ce sont des criminels. Tous les autres, ils sont désarmés. Ils n'ont pas d'armes. Oui, alors après, pour le coup, les bandes criminelles, bon, voilà, sont des bandes criminelles. Il y a des politiques qui ont marché pour réduire leur influence. Enfin, il n'y a pas tous les pays qui sont vraiment sous emprise de bandes criminelles. Alors non, on en fait tout un pataquès là sur les drogues, etc., qui sont dirigées par justement par des organisations criminelles de fait, puisque la consommation de drogue est criminalisée. Mais en plus de ça, vu que c'est du marché noir, eh bien, ce sont les gens qui ont une appétence au risque extrêmement grande. Et donc, ce sont des gens qui, généralement, ne sont pas forcément très recommandables. Et donc, ils vont avoir des armes, ils vont avoir machin, etc. Et là, qu'ont dit les politiques, notamment David Linard, que la guerre contre les drogues avait échoué. Bah ouais, parce que quand tu criminalises des choses par le biais de l'État, et que tu agis par le biais de son soi-disant monopole légitime à la violence, eh bien, tu ne peux qu'alimenter la guerre. Toujours la guerre, la guerre, la guerre. À l'extérieur et en interne. Voilà. Et donc, tu as besoin toujours de plus en plus de subsides, d'impôts, pour alimenter cette guerre, puisqu'en face, tu as des individus qui agissent librement. Leurs intentions sont apparemment mauvaises, mais en tout cas, ils agissent librement. Ils peuvent innover plus rapidement que l'État, qui a besoin d'avoir des plans quinquennaux, d'avoir des plans machins, etc. Bref, qui ne peut être omniscient, et donc c'est toujours une guerre intestine et éternelle à partir du moment où tu criminalises quelque chose qui devrait être libre et que tu interdis aux honnêtes gens de pouvoir s'en défendre directement selon leurs besoins, selon leurs intérêts, selon leur contexte, parce que qui de mieux que l'individu qui vit dans le réel pour savoir ce qu'il lui faut à lui. L'État ne peut pas allouer correctement les ressources. Il faut lire un peu plus Mises. Criminels. C'est vrai qu'en France, on a des quartiers entiers dans lesquels la police ne peut pas venir. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Effectivement, c'est vrai que la différence fondamentale entre nous, c'est qu'on va penser que l'État peut faire certaines choses bien. Et que du coup, voilà, il doit se concentrer dessus. Et effectivement, le fait qu'il y ait des quartiers, parce qu'en plus, c'est pas que la police, hein, Mais prouve-le que l'État peut faire des choses bien. Prouve-le. Démontre-le. Tu ne démontres rien. Tu ne démontres absolument rien, à part avec des arguments d'autorité à la con et des lieux-dits. Tu ne démontres absolument rien. En quoi l'État peut faire les choses bien? En quoi? Vas-y. Moi j'attends que ça, hein. Ça fait 1h14 sur 3h14 de vidéo quand même. Hein. Ça commence à faire long, hein. C'est des quartiers où l'État ne peut pas mettre les pieds, où la police ne peut pas mettre les pieds. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un gros problème de liberté de tout le monde dans ces quartiers. Donc, c'est un problème en soi. Mais voilà, je pense vraiment que effectivement, c'est résumé par le fait qu'on pense que l'État peut faire les choses bien. Enfin, qui peut, plutôt en fait, c'est pas forcément qu'on pense qu'il peut, parce qu'en plus, il n'y a pas de preuve que c'est possible. C'est plus que dans certains domaines, on ne pense pas que ça puisse fonctionner sans l'État. Donc, en fait, le fait que l'État puisse faire les choses bien est aussi quelque chose qui doit être à démontrer. Mais on pense que ce serait pire sans, en l'occurrence. Alors, pour ceux qui sont des libéraux qui sont venus ici... Alors, vous remarquerez la différence, c'est que les libertariens ne disent pas « on pense ». D'accord? Moi, je vous redonne des définitions. Je reviens aux définitions, je reviens à la logique,
je reviens à la philosophie du droit, je ne dis pas je pense. Je pense que l'État est illégitime. Non. Je te le démontre qu'il est illégitime. C'est pas pareil. C'est pas on pense. Un on totalement abstrait. On sait pas de qui on parle. C'est malheureux quand même. Hein. Je vous invite à voir qu'est-ce qui se passe en Suisse, qui est une population qui est extrêmement armée, pourtant il y a pas forcément des soucis. Encore une fois, moi quand je parle des libertariens, je ne dis pas comme quoi on doit de jour à lendemain d'autoriser toutes les circulations d'armes partout. Mais progressivement, on doit aller vers ça. Parce que moi je crois comme quoi la France, c'est un pays qui est malade, dans le sens qu'effectivement il y a un tas de nous qui le protège, qui protège, entre guillemets encore, mais en tout cas qui fait en sorte que les gens ne savent pas forcément, quand on est dans un fauteuil roulant pendant 5 ans, et après on te demande de se lever et marcher, tu ne sauras pas marcher. Il faudra faire une rééducation progressive pour apprendre à marcher. Pareil sur les armes, pareil sur la monnaie, pareil sur plein d'autres points. Je trouve comme quoi il faut être progressif. Mais c'est super important que les citoyens puissent être armés et puissent se défendre contre l'État et contre les criminels, et pouvoir défendre leurs proches. Et après, en France, il n'y a pas effectivement tant tué par balle, mais par contre, on voit bien comme quoi l'agression au couteau, ça augmente, mais l'agression aussi au coup, gratuit, ça augmente, mais les armes, c'est aussi un moyen de se défendre contre ceux qui sont plus forts. Donc quand on a un pistolet, on ne se fait pas attaquer par une bande. Quand une femme a un pistolet, il peut se défendre contre un mec qui est balèze. Donc c'est aussi un moyen de répartir c'est un égalisateur, on va dire, le fait d'avoir une arme. Et en plus de ça, l'exemple très simple, c'est qu'effectivement il y a des gens qui ont des Kalachnikov, d'autres qui vont avoir des pistolets. Prenez un hérisson avec un ours ne va pas attaquer un hérisson, parce que ça sera beaucoup trop chiant à le manger. Donc... En l'occurrence, je pense que si, mais effectivement, personne n'attaque un hérisson pour d'autres raisons. C'est assez maigre, oui, c'est sûr que c'est pas rentable. Bah oui, c'est pas rentable. Donc en oui, fait, alors, il y a un faut en parler aux gitans qui n'a pas d'épines. Alors là-dessus, notre position, en fait, c'est vraiment là-dessus, vraiment sur la justice. Enfin, pour rester sur le cas de la France en particulier, je pense qu'on a un gros problème avec la justice, qui fait absolument pas son travail sur plein de choses, et que déjà, voilà, il y a une sorte d'impunité qui est à peu près réelle, en fait. Voilà. On n'a pas une approche restrictive. Pour de toute façon, ça ne fonctionne pas, donc il faut faire quelque chose qui fonctionne, notamment quelque chose qui, donc c'est pas encore le programme là-dessus. Mais l'important, c'est d'avoir... beaucoup de gens parlent de peine plancher, mais qu'il y ait quelque chose. Voilà. Les gens ne parlent pas forcément en prison pour 30 ans, mais que voilà, s'il y a un acte qui est commis, c'est jugé, la personne a une peine. Et de ce côté-là, déjà, voilà, tu parlais de progressivité, comme tu dis, tout simplement que nous, on s'arrête avant. Et déjà, on pense que ce soit sur la justice, la sécurité, on a déjà beaucoup de choses. Pourquoi s'arrêter avant ? Pourquoi ne pas aller vers plus de bien plutôt que de s'arrêter au moindre mal ? Ça, c'est un truc, j'arrive pas à comprendre en fait la logique derrière ça. Si tu sais que tu es dans le mal et qu'il existe un plus grand bien, il faut que tu tendes vers le plus grand bien possible. Et ce plus grand bien possible, dénominateur commun de l'humanité, c'est le respect du droit naturel. Donc pourquoi s'arrêter en chemin ? Pourquoi s'arrêter en chemin ? Parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve chez tous les gens qui sont pour un État minimal, libéraux, minarchistes convaincus, etc. Ils ont peur. À chaque fois, c'est la même chose, c'est l'émotion. Ils ont peur. C'est dommage, hein, parce qu'on sort de la raison, là. Pour entrer dans l'émotion, dans l'affect. L'affect, ça n'aide pas trop à réfléchir. Hein. Beaucoup d'idées qui peuvent faire de la France déjà un pays beaucoup plus sûr. Et si déjà, si la France était beaucoup plus sûre pour ces raisons-là. Ah si, la chose que je voulais relever aussi, c'est qu'on parle de justice, mais on ne définit pas ce que c'est la justice. Voilà. Je sais, j'ai un problème avec ça. J'ai un gros problème avec ça, c'est que quand on me parle d'un truc, moi, il faut que tu me le définisses. Si tu me le définis pas, je sais pas de quoi tu parles. Donc, quand tu me parles de la justice, c'est quoi ta définition, toi, Saya, du président du Parti libéral français ? Quelle est ta définition de justice ? Nous, libertariens, nous avons démontré ce qu'est la justice. La justice, c'est la réparation de la victime
pour un retour antérieur à l'agression. C'est ça la justice. C'est retrouver l'équilibre de la balance. Et là, tu me parles de peine plancher. D'accord. Et du coup, tu parles pas de justice réellement. Là, tu parles pas de justice, tu parles de vengeance. Pas la même chose. Donc, définis-moi ce qu'est pour toi la justice. Et là, on pourra peut-être comprendre ton cheminement. Toujours pareil. Si on ne définit pas les termes que l'on use, que l'on utilise lors d'une conversation, on ne peut pas converser. On parle dans le vide. Là, alors, des armes pourraient au contraire la rendre moins sûre. Actuellement, il y a un problème, donc peuvent être les solutions d'armer les gens. Nous, on pense que c'est parce que la justice et les forces de l'ordre ne font pas leur travail. Pour diverses raisons. Bon, je pense qu'on a Mais oui, compris un peu sur le sujet. Oui, c'est pour évoquer les C'est solutions. essentiel, sinon on pourrait débattre pendant longtemps. C'est ce que je fais souvent avec mes amis. Oui, c'est sûr. Sur les ports d'armes. Alors oui, effectivement, si on laisse traîner l'arme et pour commencer à circuler. Mais là, c'est juste... c'est un état de fait. Effectivement, sur les armes, alors c'est vrai que tu me dis que dans certains quartiers, on peut en acheter. Mais de facto... Ça me rend malade. Donc moi, ça ne m'intéresse même pas. Après, si vous voulez faire d'autres choses, c'est à vous de voir. Donc moi, je pardonne ouais, le choix. Ça, c'est la différence entre les libéraux, je pense. Donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Et donc l'État n'a pas à l'interdire la drogue, tout simplement. En libertarien. Après, bien sûr, à titre personnel, donc on a des gens qui sont contre la drogue, ils peuvent dire comme quoi c'est drogué, c'est très mal, il ne faut pas faire ça. Moi, je ne consomme pas la drogue. Il y a plein de gens qui ne consomment pas la drogue. Ne consommez pas la drogue si vous voulez, enfin, vous connaissez les conséquences il y a. Si vous voulez, faites-le, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et moi, je consomme les cannabis, par exemple, je ne consomme pas parce que tout simplement ça me rend malade. Donc moi, ça ne m'intéresse même pas. Après, si vous voulez faire d'autres choses, c'est à vous de voir. Donc moi, je pardonne le choix. Ça, c'est la différence entre libéraux, je pense, et libertariens, c'est que nous, on distingue deux choses. Sur Millet, il y avait plein de problèmes là-dessus. C'est qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a mon point de vue moral, mon point de ressenti, et ce qu'il doit faire l'État. On peut être très conservateur et très progressiste en termes libertariens, et on se mettra tous d'accord comme quoi on n'a pas le droit d'imposer notre mode de vie à quelqu'un d'autre. Donc, on n'interdit pas, chacun fait ce qu'il veut, mais après aussi dans le libertarianisme, on a une souplesse qui est super intéressante, que je ne trouve pas qu'elle existe côté libéral, c'est des juridictions privées. C'est-à-dire qu'on... Je vais juste revenir sur un point, Vadim. Je pense que tu écouteras sûrement la vidéo. C'est que le truc fondamental chez les libertariens, c'est que nous contentons de parler du droit. Nous parlons simplement du droit. Voilà, c'est comme ça qu'il faut articuler la chose. C'est que nous parlons du droit. Eux, ils parlent des performances. Voilà. De qu'est-ce qui serait plus performant pour un bien commun qu'ils imaginent. Voilà. Et qu'ils veulent imposer. Alors que nous n'avons pas de bien commun, à part le droit naturel, à la limite. Mais voilà, c'est justement le droit. Donc nous nous contentons de parler du droit. Et donc sur les drogues, peu importe ce que la science médicale pourrait dire, etc., vu que nous parlons d'humain, nous devons faire de la science humaine. Et donc quand on fait la science humaine, on doit parler des droits, du droit des individus, puisque seul l'individu agit, donc praxéologie, encore une fois. Et donc, nous revenons au droit, et ce droit-là, c'est quoi? C'est tu fais ce que tu veux de ta propriété, sur ta propriété, au sel, négocié avec autrui librement. Point final. Donc, après, les gens sont libres d'utiliser les drogues qu'ils veulent, de consommer les drogues qu'ils veulent, mais nous sommes libres, si nous n'aimons pas cela, de les discriminer sur notre propriété ou celle négociée avec autrui. C'est simple, c'est super simple. Voilà. Mais je sais que tu le sais, mais c'est juste pour renfoncer le clou et vraiment bien définir les choses. C'est-à-dire que nous, libertariens, nous nous contentons de parler du droit. C'est ça qu'il faut comprendre et que les gens n'arrivent pas à capter. C'est comment on peut parler que du droit et pas de nos valeurs. On le fait. Pas de souci. Moi, j'ai des valeurs. J'ai des valeurs plutôt de droite, voire réactionnaires sur pas mal de points. Mais je vais pas imposer mon opinion. Par contre, je peux faire valoir
mes valeurs, je peux déjà les incarner, les exprimer, les transmettre, mais tout cela de façon consentie et argumentée. Voilà. Ça, c'est être civilisé. Contrairement à ceux qui veulent utiliser l'État pour imposer les choses. C'est pas très civilisé. On est contre l'État centralisé des bases, on est pour la décentralisation, et du coup, à terme, quand on a des juridictions privées, on peut se dire comme quoi dans cette ville-là, on veut bien qu'il y ait libre circulation de toutes les drogues, et dans d'autres villes, les gens qui vont rester de manière volontaire, ben, en fait là-bas, la drogue sera interdite. Alors ça, c'est plutôt la décentralisation. Enfin, c'est dans le cas des villes. Bon, voilà, il y a une mairie, c'est déjà des choses qui peuvent se faire. De manière générale, les libéraux, on est censé être plutôt aussi favorables à une décentralisation en général, parce que voilà, ça rapproche le pouvoir des gens. Bon, il y a un problème avec la décentralisation en France, sans rentrer dans les détails, c'est que évidemment, ça marche pas. On a des collectivités locales qui sont extrêmement pourries, corrompues et plein de choses. Mais si ça marche pas, ça ne marchera jamais, parce que dans cet état-là actuel, en fait, quand on parle de décentralisation, on fait tout sur décentralisation. En fait, l'État centralisé, il dégage toutes les responsabilités en dessous, il ne leur donne pas les moyens, ils n'ont pas les moyens de légiférer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire comme quoi nous, on veut fonctionner de cette manière-là. Nous, on veut que les armes soient autorisées, les armes soient interdites, on veut des immigrés chez nous, on ne veut pas des immigrés chez nous, on veut la drogue chez nous, on ne veut pas la drogue. Il impose ça à tout le monde de manière uniforme sur tous les territoires de la France, et évidemment, la centralisation ne marchera pas là. Si tu délègues les responsabilités, ben, tu délègues aussi les pouvoirs. Alors, mais c'est pas ce qui fait l'État. Disons que les pouvoirs qui sont délégués sont souvent extrêmement mal utilisés. Il y a quand même, on s'en rend pas compte, au niveau des collectivités locales, il y a un réel problème de corruption en France, qui est assez compliqué à voir. C'est pas forcément très intéressant, là, centralisation, machin. Bref, c'est des points de détail. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 1h46. La vidéo est assez longue comme cela. Vous me direz si vous avez vu la vidéo en entier, s'il y a d'autres points intéressants. Je ferai peut-être des micro-vidéos sur les points plus intéressants qui sont un peu plus loin. Mais je vois l'heure tourner et j'ai pas mal de choses à faire à côté. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'espère que ça a pu clarifier certaines choses. En tout cas, je remercie Vadim d'avoir fait cette vidéo quand même parce que c'est plutôt intéressant pour savoir ce qu'il pense en face. J'avais vu ce parti là se créer sur Twitter. Et je me doutais bien que c'était assez lamentable sur pas mal de points. Il me semble que la question sanitaire, là, elle n'a pas été abordée, mais il me semble qu'ils sont plutôt pour l'imposition de normes sanitaires, etc., notamment avec le rhume qu'on a eu pendant 2 ans. Et toute la politique sanitaire qu'il y a eu autour. Il me semble, je peux me tromper, vous me direz en commentaire, et dans ce cas-là, pas de souci, hein, je prends les critiques avec grand plaisir et les rectifications avec grand plaisir aussi. Mais il me semble qu'ils étaient plutôt pour une politique sanitaire assez coercitive, on va dire. Voilà. Donc encore un énième problème. Je ne considère absolument pas, voilà, hein, je le dis honnêtement, hein, Saya, si tu écoutes cette vidéo, je ne considère absolument pas le Parti libéral français comme faisant partie des alliés. Je vois vraiment pas, surtout sur ces questions-là, qui sont extrêmement importantes. Le jour où des gens qui se disent libéraux seraient à la tête du pouvoir en place et obligeraient sur certaines questions comme l'écologie, sanitaire, etc., ou me diraient, bah, écoute, 10% d'impôts, c'est très bien, eh bien, heureusement, et j'espère qu'on aura le port d'armes à ce moment-là. Et sur ce, oui, je vais pas détailler plus. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, ce genre de petite vidéo. Je vais la publier, je pense, directement sur YouTube, on verra. Et puis voilà, comme ça me permet de faire du contenu assez rapidement. Si vous avez des vidéos qui vous intéressent, qui vous semblent intéressantes, et que vous voulez me voir, sur lesquels vous voulez me voir réagir, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Telegram, sur Twitter, sur Instagram. Je suis présent un peu partout. Vous aurez les liens de toute façon en description.
Et n'hésitez pas à venir me soutenir sur Patreon et à soutenir le mouvement Repossession. Pour l'instant, ça se passe par le biais de mon Patreon puisque je dirige la chose. Donc si vous voulez soutenir cet élan de guérilla culturelle, venez. Je cherche aussi encore des auteurs pour des articles, bien évidemment, parce que je pense personnellement que nous pourrons changer les choses quand la culture aura changé elle aussi, quand la culture sera devenue beaucoup moins socialiste. Et donc pour cela, il faut pratiquer la guérilla culturelle plus que la guéguerre politique. Ça, c'est mon avis personnel. Mais je peux argumenter pendant des heures sur le sujet sans aucun problème. Donc si vous êtes de cet avis, si vous êtes pour que l'on fasse plus au niveau guérilla culturelle, eh bien n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir Repossession. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt.